Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus une nouvelle fois, on se retrouve dans le Racing Café, le seul café qui a encore le droit d'ouvrir, bon bah jusqu'au 15 novembre du coup, enfin encore non, les cafés ça va être ouvert, allez, peut-être le 8 avril 2021 avec un petit peu de chance. Comme d'habitude on va vous refaire un petit peu le film de cette semaine en sport mécanique et surtout vous dire ce qui va se passer ce week-end, merci à Simax. Sport mécanique. Pour le follow, oui sport mécanique, voilà hein. Ah, parce que moi je pensais qu'on parlait de Verka Serdushka. Eh bien non, mon cher Greg, cruelle erreur, alors que donc, Damien embrasse toujours le thème évidemment du Racing Café comme d'habitude, bien sûr, ça y a pas de souci, c'est du cidre, bien entendu, c'est du jus de pomme, vous vous en doutez. Champomis. Du jus de pomme chinois ce soir. Ah d'accord, mais monsieur ne fait pas l'antenne, vous les connaissez maintenant, mais je vais évidemment prendre le temps de vous les représenter. On a d'abord Emmanuel, salut Manu. Salut Michael, salut tout le monde. Bonsoir à la main de Damien. À la main de la chose. J'en peux plus. Il y a quelqu'un qui passe derrière. Je propose que la prochaine fois on prenne l'antenne tous comme ça, voilà, on verra, et puis voilà, et les gens comprendront pas, bon évidemment, ouais, ceux qui nous écoutent Selon la main que tu tends, ça peut être mal perçu. Je ferai attention la prochaine fois, je mettrai le logo à la place, tu vois. Ceux qui nous écoutent en podcast, mais qu'est-ce qu'ils parlent de main? On ne voit rien, je comprends pas. En tout cas, qui voit. Demain de roue libre d'ailleurs. Oh là là. On peut l'appeler comme ça maintenant. Demain de roue libre. D'abord, on a également Greg de Rupteur. Lui, il voit tout. Il sait tout. Il redit tout sur les réseaux sociaux, même quand les photos sont mal cadrées. Bonsoir, Greg. Bonsoir à tous. Tu veux vraiment que mon compte soit suspendu, c'est ça? Personnellement, je trouverais ça un petit peu rigolo. Après, chacun voit évidemment à midi à sa porte. Ah, écoute. Ce serait un petit peu de drama dans l'histoire comme ça du Twitch game francophone. Il y en a qui vivent du drama, que veux-tu Bah voilà, que veux-tu hein, on les salue, bien sûr, ils se reconnaîtront. Et enfin, Damien, notre ami de roue libre qui est de retour parmi nous. Salut Damien. Salut tout le monde, grand plaisir. Bah oui, bah évidemment, j'espère que c'est toujours un plaisir pour vous évidemment de vous retrouver dans le Racing Café. Aujourd'hui on vous parlera évidemment du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 parce que c'est ce week-end, hein, c'est dimanche, et oui, il n'y a pas que l'Eurovision Junior ce dimanche, il y a aussi un Grand Prix de Formule 1, on fait ce qu'on peut. On reviendra évidemment avec quelques petits souvenirs, oui, rassurez-vous, il y a du Pasteur Maldonado dedans quand même, à un moment donné, je ne suis pas une bête. On parlera évidemment MotoGP, on reviendra sur le Grand Prix du Portugal de ce week-end qui a clôturé la saison 2020 de MotoGP. On se tournera évidemment également vers 2021, est-ce qu'une Yamaha arrivera à être aussi rapide dans le dernier Grand Prix que dans le premier, et ça évidemment on le saura à la fin de l'année prochaine. On refera un petit peu le tour des infos aussi de cette semaine. Une petite nouveauté, parce que cette semaine dans l'histoire, vous le connaissez évidemment, bah, désormais ce sera une petite chronique audio faite par votre serviteur, j'espère que ça vous plairait. Vous voyez de toute façon rien qu'à la photo que j'ai mise, franchement, vous savez que ce sera une superbe chronique, on parlera évidemment de l'ami Jacques Lafitte, et puis enfin, à la fin de la soirée, le quiz que vous attendez tous évidemment. Vous pourrez d'ailleurs, hein, si vous voulez commencer à faire vos petits pronostics, à quel tour Greg sera-t-il éliminé, ça voilà évidemment, ce sera la grande question. Cette fois-ci. Je resterai évidemment, je resterai la bouche fermée quant au thème du quiz de ce soir. On va commencer en parlant bien donc du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1, mais avant qu'on vous discute de tout cela et avant qu'on fasse nos petits pronostics et qu'on dise un petit peu ce qui va se passer ce week-end, je vous propose de découvrir le circuit de Sakhir, le circuit international de Bahreïn, avec ce tour embarqué vraiment très 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 bien foutu. Personne n'aura le droit de critiquer la conduite de ce tour qui a été dégueulasse. C'est parti. La Formule 1 reprend ses droits ce week-end à Bahreïn sur le circuit de Sakhir pour le Grand Prix de Bahreïn, évidemment, la 15e des 17 courses du championnat du monde de Formule 1 2020. Pour la première fois, nous étions à Bahreïn en 2004 sur un circuit de 5 km 412 qu'il faudra parcourir 57 fois. C'est Lewis Hamilton qui s'est imposé l'an dernier. Découvrons la piste avec ce tour embarqué. À fond dans la ligne droite des stands qui constitue la première des 3 zones DRS de ce circuit, donc un Grand Prix qui devrait nous valoir quelques dépassements. On freine très très fort à environ 125 mètres pour la première épingle, qui peut être abordée assez large également, parce que la piste est assez large. On accélère ensuite à fond dans les virages 2 et 3 avant déjà la deuxième zone DRS. Très important ici de bien choisir son point de freinage, c'est un virage assez particulier car le point de corde est très très tôt et il faut ensuite laisser la voiture se déporter vers la gauche. Accélération vers une petite descente, des virages très rapides, où il est très facile d'être déventé, même s'il n'y a pas de voiture devant vous comme vous le voyez ici. On prend pas trop de vibreur, on arrive vers une nouvelle épingle. Très important de bien ressortir ici car c'est en montée, on accélère vers ce qui est véritablement les virages principaux de ce circuit. Un virage à gauche à fond, il faut freiner en appui pour une épingle très serrée ici, beaucoup de blocage de roues au fil des années, et voici déjà la 3e zone DRS. On arrive ici sur un virage à moyenne vitesse, encore une fois le point de corde est extrêmement tôt, il faut ensuite laisser la voiture vers l'extérieur, mais ensuite vraiment repiquer très rapidement à gauche, car on arrive sur un droite pris à fond avec les voitures de 2020. Attention de ne pas aller trop à gauche sur le vibreur avant
un nouveau virage à moyenne vitesse. On accélère ensuite vers l'avant-dernière ligne droite du circuit. Et on s'en souvient, c'est dans cette ligne droite que Charles Leclerc avait perdu les commandes du Grand Prix l'an dernier avec ses problèmes moteurs. On freine très fort, encore une fois un point de corde qui est très tôt et on laisse la voiture repartir vers la gauche. Voici donc un tour du circuit international de Bahreïn qu'on va parcourir 57 fois ce week-end pour le Grand Prix de Bahreïn. Voilà pour ce petit tour. Et franchement, voilà, il y a quand même du budget. Parce que voilà, j'aimerais que vous le remarquiez, c'était quand même vachement compliqué de prendre la Ferrari, de l'emmener à Bahreïn, tout ça, de rentrer dedans. Enfin, c'était long, cette affaire, bien sûr. Le circuit donc de Bahreïn, c'est la configuration qu'on a l'habitude de connaître. Hein. Ouais, bah à un moment donné, cette chaîne est sponsorisée par tellement de gens. Il faut bien que l'argent aille quelque part, c'est normal. Mais en tout cas, c'était le circuit qu'on connaît, parce qu'on rappelle évidemment qu'en 2010, il y avait une configuration un petit peu spéciale. On en reparlera tout à l'heure, bien sûr, dans nos petits souvenirs. Mais donc, voilà, le Grand Prix de Bahreïn qui se disputait ces dernières années depuis 2014 de nuit. Cette fois-ci, il se disputera de nouveau de jour, en tout cas en fin de journée à Bahreïn. Ce sera le Grand Prix de Sakhir qu'on fera de nuit. Ils se sont dit évidemment, voilà, hein, on est là, on va faire une course sur un ovale, puisque Rosberg croit que c'est un ovale. On va faire ça de nuit, c'est quand même beaucoup plus sympathique. J'ai lu d'ailleurs, je crois que c'était Pierre Gasly qui avait dit, ce sera un petit peu de l'IndyCar à la sauce F1. Bon, j'étais là, on est parti. Les mecs sont complètement fous. Hein. On a genre plein délire maintenant, quoi. Il y a plus de. Franchement, quand tu vois la tronche du circuit, t'es plutôt proche d'un Gran Turismo que de l'IndyCar quand même. Hein. Voilà, c'est vraiment. Enfin bon, pourquoi pas, mais ça, rassurez-vous, on vous en parlera la semaine prochaine, bien sûr, de cette première course de F1 sur un ovale depuis 1959. Ça va être assez merveilleux, évidemment. Mais donc voilà, j'aimerais un petit peu savoir qu'est-ce que vous attendez de ce circuit, de ce Grand Prix de Bahreïn 2020, qui n'a pas évidemment d'énormes enjeux cette fois-ci, puisque Lewis Hamilton et Mercedes ont déjà remporté 2 titres mondiaux en jeu, même s'il reste la 3e place du championnat des constructeurs. Ça, de toute façon, c'est tout ce qu'on regarde depuis 6 semaines, donc évidemment, on va continuer d'aller à fond, même si ça commence à se décanter. Après, voilà, peut-être que tout se resserrera encore ce week-end. Damien, je vais commencer par toi, puisque tu avais l'air évidemment à fond sur cette 3e place des constructeurs. Oui. Je vais commencer par toi. Ah oui, bah, la 3e place, c'est ça qu'on va regarder. On va laisser Hamilton devant, on va laisser Bottas... Non, on va laisser, Bottas devant puisqu'il va gagner la course. On va laisser Hamilton rester derrière lui gentiment, on verra bien qui sera sur le podium, Verstappen, Perez ou autre. Mais non, c'est la 3e place qui sera très intéressante. Même si, quand même, vu ce qui s'est passé lors du dernier Grand Prix, tu as plutôt le sentiment qu'il y a un duel pour la 3e place en 2 équipes et un duel pour la 5e place en 2 équipes, qui est en train de se dessiner discrètement. Donc... on n'est pas à l'abri même que Ferrari nous fasse un petit coup, on sait jamais. Enfin, non, ça va être intéressant à suivre, vraiment. Ouais, effectivement, on rappelle. Il n'y a pas l'ami Binotto. Et oui, l'ami du petit déjeuner. Ouais, ça a porté chance en Turquie. Ouais, voilà, c'était prévu quand même à la base. C'est pas parce qu'il était pas là que ça a marché, mais c'est vrai que bon. Bah, ça resterait très Ferrari de dire, bah écoutez, Mattia Binotto est démis de ses fonctions, parce que quand il est pas là, ça marche. Donc voilà, on va faire ça. On rappelle évidemment, donc voilà, Mercedes à 504 points, hein, bon, ça c'est réglé. Red Bull à 240, mais derrière, Racing Point à 154 points, ils sont pour l'instant 3e. McLaren en a 149, Renault en a 136, et Ferrari en a 130. Moi je suis assez partagé, Damien, parce que le problème, c'est. Le souci, si tu veux, c'est que on pourrait dire qu'il y a une bagarre pour la 3e place et une bagarre pour la 5e. Mais c'est pas l'ordre qu'on a, parce que si on devait faire un ordre, je dirais plus Racing Point Renault pour la 3e place, sur ce qu'on a vu quand il pleuvait pas et qu'il n'y avait pas un grip à 2%, oui. Et plutôt Ferrari McLaren pour la 5e place. Mais McLaren a pour l'instant 13 points d'avance sur Renault, donc ils sont quand même assez bien partis. Ah, mais on est d'accord, on a eu une course complètement dingue au niveau de la Turquie, on n'est pas à l'abri d'avoir un truc un peu fou, peut-être pas durant ce week-end, peut-être le week-end prochain, et oui. Qui sait, McLaren met 0 points, ou Racing Point se foire, et Renault fait un super résultat, et boum, ça repart devant. C'est tellement proche que ça pourrait complètement changer en quelques courses. Et Ferrari peut toujours être 3e au championnat, hein, on ne sait jamais. Oui, alors j'ai bien hâte de voir Ferrari sur un circuit de moteur la semaine prochaine, mais oui, Ferrari peut encore être 3e, c'est mathématiquement. La Formule 1 sait trouver de la performance pour certains moteurs de manière très ponctuelle, de temps en temps. Hein. Demonil et son arrose peuvent en témoigner. Donc on sait jamais comment ça peut se passer. Hein, voilà. Il y a un standing à respecter, monsieur, quand même. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez dit quoi, on le fera évidemment sur Racing Café spécial. Comment Demonil a fini 2e avec une arrose, comment Giancarlo Fisichella a failli gagner le Grand Prix de Belgique avec une Force India. On y est, il y aura un Racing Café hivernal. Comment Alonso s'est retrouvé en 6e place au Grand Prix d'Espagne 2016 avec une McLaren Honda. Ah bah ça, c'est le talent. À un moment donné, à un moment donné, c'est le talent, je ne vois pas le problème. Voilà. Au revoir, messieurs, dames. Voilà, allez, le débat il est terminé. Greg, qu'est-ce que t'attends de ce week-end? Absolument rien. Merci. Voilà. C'est dit.
Non, franchement, les enjeux sont passés. Alors moi, je regarde la saison du début à la fin. C'est pas parce qu'on n'a plus justement d'enjeux, on va dire, pour les championnats que. Enfin, pour moi, je regarde la tête du championnat. Après, derrière, oui, c'est marrant, la F1 et demi, etc. Mais en soi, ouais, est-ce que Ricardo va prendre sa revanche sur un circuit où il a eu quand même quelques soucis ces derniers temps, ces dernières années? Est-ce que Pérez va en vouloir pour se dire bon, bah, peut-être qu'on va enfin me remarquer après toutes ces années? J'en sais rien. Franchement, je suis pas dépité, mais presque, parce qu'en plus ce circuit n'a absolument rien d'excitant. Ça va être hyper soporifique, et j'espère me tromper parce que on sait jamais. Ça fait 3 fois que je dis on sait jamais en 2 minutes parce que voilà. Mais on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Parce qu'on vient de loin aussi, bien sûr. Non mais Corneille, mais que fais-tu? Les grandes rêves sont ici. En soi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est T'es pas. dur quand même. Le circuit est pas si mauvais que ça. Ouais, moi j'aime bien Bahreïn. Après, moi, je franchement, pense, je suis d'accord avec, je pense que ce week-end est très important. Ce sera le juge de paix parce que tous les grands prix de Bahreïn sont bien depuis 2014. Oui. Donc, il y a soit deux raisons. Soit c'est parce que ça marche très bien avec les F1 hybrides, soit c'est parce qu'il fait nuit. Et là, ce week-end, il ne fait pas nuit. Donc, si le Grand Prix est mauvais, on pourra peut-être comprendre que ça vient de là. Mais il ne fera pas nuit en principe ce week-end-là. Ou alors ça se finira peut-être au crépuscule, je sais pas trop. Parce que Je ça crois que ce serait quand même pas mal au crépuscule. A priori, il fera nuit rapidement. Hein, donc, Parce que c'est 15h10 le départ, et donc je crois que ça fait 17h10 là-bas. ouais. Donc il peut. Mais Ouais, parce que la semaine prochaine c'est de nuit, mais je crois que celui-là il est au crépuscule, mais quand même ça va finir de nuit aussi. Bah, alors comment ils vont faire à Abu Dhabi parce qu'ils ont perdu le seul truc qui était un intérêt chez eux, c'est-à-dire qu'ils commencent à Ils ont acheté la nuit. Ils ont acheté la nuit. La nuit Ça se passe comme ils ça ont là-bas. sponsorisé la nuit par Aramco en fait. C'est juste ça. La lune elle sera bleue et verte maintenant, ça va être absolument. Manu, pour ce week-end, toi. Bah moi non, j'aime bien le circuit de Bahreïn. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu si tard dans l'année. Je sais même pas si on a déjà eu si Jamais. tard dans l'année. Jamais. Ouais c'est ça. Hein, c'était au début de saison quoi qu'il arrive. Donc pourquoi pas. Après, je pense que l'avantage c'est que les titres étant joués, tout le monde va être un peu plus décomplexé. Je pense qu'Hamilton va encore gagner parce que s'il gagne toutes les courses jusqu'à la fin d'année, il aura le record du plus grand pourcentage de victoires en une saison, qui date de 1952. Donc je pense que ce serait pas mal à prendre pour lui, sachant que s'il en perd une des trois, par contre, il n'a pas le record de Alberto Ascari. Ouais. Et derrière, je pense que Racing Point sera pas mal galvanisé par le podium et la pole de Istanbul. Et puis Renault a... Je pense que Renault, il y a une grosse frustration à effacer parce que justement, Cyril Abiteboul disait avant la Turquie que les conditions compliquées pouvaient coûter très cher. Ça a été le cas. Et je pense qu'ils veulent montrer qu'en conditions normales, c'est eux qui ont la troisième voiture. Donc, à mon avis, ils vont être là aussi. Donc, je pense que ça va être une course avec des enjeux moindres. Pas de vent, mais ça peut être quand même sympa, je pense. On rappelle là, pour rapidement, je te passe la parole après, Damien, mais on rappelle là, pour le record d'Alberto Ascari. Il a globalement gagné 6 courses sur 8 en 52 et il a globalement participé à 6 courses. Donc c'est compliqué quoi. Damien, que veux-tu rajouter? Franchement, je suis prêt à te faire un pari, Manu, mais que pour moi, Bottas va gagner la course. Hamilton va faire la pole, mais il va laisser Bottas gagner. Je suis pas comme chaque année. Comme chaque année où il est titré. Bottas pole, Hamilton gagné. Mais Bottas fait des bonnes fins de saison, mais il gagne pas forcément. Tu remarqueras quasiment toujours la course après celle du titre d'Hamilton, c'est Bottas. Mais il le laisse gagner après. Il a fait une campagne de réhabilitation. Il fait quand même une super saison, meilleure que ce qu'on a l'impression. Tu te dis, il va en gagner au moins une, voire deux. Je suis pas sûr. Je pense que le record, parce qu'Hamilton, quoi qu'il en dise, à mon avis, les records, il y pense. Je pense que celui-là, c'est le plus vieux qu'il peut battre, je crois, donc c'est quand même pas rien. Il ferait mieux que Schumacher aussi, qui avait fait 13 victoires sur 18 courses en 2004. Donc il y a vraiment de quoi faire pour lui. Et je pense, en plus, je vois pas Bottas. J'ai du mal à voir Bottas en mode Bottas 6.0, je sais pas combien. Après la prestation qu'il a faite en Turquie, je suis pas convaincu qu'il soit bien au-dessus de Verstappen ce week-end. Donc j'ai tendance à penser que si ça se joue entre, si Hamilton laisse passer Bottas, il risque de laisser passer Verstappen aussi, quoi. La Turquie, c'était particulier. Hein, moi, j'ai peur surtout que Verstappen nous fasse encore une course de frustration. Oui. Il essaie de démontrer à Max qu'il fasse comme en Turquie, et il veut trop en faire, il en fait des caisses, il retombe, comme j'avais dit, dans ses travers de débutant, où il voulait vraiment montrer, ouais, c'est moi, je suis jeune, mais j'en veux. Ouais, mais... quand t'as 5 saisons de F1 derrière toi, ça se fait plus vraiment.
Bah, Ouais, il c'est a fait la bien. dernière course et je sais pas, j'ai l'impression il est retombé dans cette mentalité, comme j'ai l'impression que Hamilton est dans une mouvance Mm. tellement zen qu'il va arriver dimanche, il va faire la Ouais. course, il va gagner presque de façon assez naturelle et pas comme les autres années où tu le sentais, allez c'est bon, ça va, c'est fini. Là il est, ouais non, je suis là. De toute façon, la dynamique est pour lui, parce que c'est vrai que Bottas, c'est pas non plus dans une super dynamique ces dernières courses. Et moi, je le vois bien glisser sur la fin de saison tranquillement. Ouais. Bah, surtout que Verstappen à Bahreïn, c'est pas la folie quand même pour le pilote néerlandais. Il a quand même fini 2 fois à Bahreïn, donc c'est assez compliqué pour lui en général. Bon, évidemment, des fois, il y a sa voiture qui décide de foncer dans un mur, des fois il percute Carlos Sainz. Voilà, bon, après, il y a plein de choses qui peuvent se passer avec Max Verstappen. On dit dans le chat qu'il a l'air frustré de Red Bull et de ne pas avoir de solution. On nous met un petit podium de Lance J'ai Stroll. ce sentiment moi. Pour ce week-end, après Luc Léponge, pourquoi pas d'ailleurs. Hein. Un point pour Williams. On revendique le point pour Williams, très clairement avant la fin de l'année. Je pense qu'il faudrait mieux attendre. C'est comme la pluie dans 5 minutes, non? Le Marquant point un Williams, point dans sa je sens bien qu'il va être marqué par Latifi, tu vois, en plus. Ce serait affreux quand même. Là, ce serait affreux. Mais on rappelle, Williams, moi je les verrais plus marquer un point la semaine prochaine dans le Grand Prix. Ouais, qui moi s'annonce aussi. fou. Enfin, après, je vois bien ce Grand Prix annoncé comme étant le Grand Prix le plus dingue de l'histoire. Être une procession où les Mercedes gagnent avec 35 secondes d'avance et c'est un ennui mortel. Mais bon, je peux peut-être me tromper. J'espère me tromper vu tout ce qu'on nous annonce. Les paris sont plutôt de savoir si le troisième sur le podium sera dans le même tour que le vainqueur. Hein. Voilà, parce qu'évidemment, avec des tours en Je moins pense de 8 minutes, qu'il y aura que Hamilton qui sera dans son même Ouais, il y a tour. moyen. Et je pense qu'on va avoir des Williams à 5-6 tours, un truc comme ça. Tiens, bah, Ça va être... alors, c'est quoi? Le pari va faire comme ça. Bottas va gagner ce Grand Prix, va gagner le Grand Prix d'Abu Dhabi et le Grand Prix de Sakir, qui est un nouveau Grand Prix, donc qui peut donner la possibilité à Hamilton de gagner sur un 30e circuit différent. Il va le gagner. Voilà, mon pari c'est ça. Tiens, voilà. eh ben voilà, bah, Oh c'est- punaise. Eh ben, Oh punaise. Moi, mon pari, c'est les 3 dernières pour Hamilton. Ah mais les gars, faut faire des enjeux, je veux dire, c'est bien gentil là, mais Ouais, mais... rendez ça un peu excitant, parce que là, franchement, Rasage ça de n'engage à barbe. rien. Rasage de barbe. moi, Je sais rien, ça. Moi, je tiens à rappeler que le rasage de barbe, j'ai pas besoin de faire un pari pour l'avoir. Si vous êtes 60 abonnés avant la fin de n'importe quoi sur ce live Twitch, je me rase la barbe. Eh, bon, c'est Pas marqué Among Us normalement là. en à haut, là 40, à 40. Mais si tu tapes comme je le fais actuellement dans le chat, point d'exclamation sub goals, comme l'a fait notre cher ami Bancadri Modo, vous avez tous les sub goals. Si vous voulez me faire de la cuisine, si vous voulez me couper la barbe, si vous voulez me faire n'importe quoi, ça marche très bien. Moi, je ne parie rien, hein, parce qu'évidemment, moi, les paris, je suis nul hein, en prono, tout ce qui est tout ça, c'est absolument affreux. Donc, on va éviter. Mais Greg, que paries-tu, toi, sur cette fin de saison? Mais moi je suis pire que toi, à chaque fois que je fais un pari, je finis nu. Hein. Faut arrêter. Alors j'aime bien finir nu, je dis pas le contraire, mais quand même, il y a des limites. Le À Racing, des heures de grandes écoutes. le Racing Café Street C'est pas le Poker, premier la semaine samedi du prochaine, mois. qui sera là, évidemment. Alors me raser le crâne c'est non Exactement. parce que non. Hein. Je tiens ma chevelure. C'est- Ah, on nous parle Et que d'un la Turquie est passée, donc au niveau des implants, on peut plus. Voilà. On nous parle d'ailleurs, on a hâte de voir la tête de Sébastien Vettel évidemment ce week-end. Est-il allé dans un salon On parle d'un podium d'Albon D'ailleurs, aussi. je sais pas si vous avez vu, en parlant de Vettel, en conférence de presse, il aurait déclaré qu'il aimerait bien conduire aux côtés d'Hamilton et que ça dérangerait presque pas Hamilton, il faudrait lui demander. Parce qu'ils ont un tel respect entre eux, etc. C'est hier qu'il a dit, enfin, ça a été sorti C'est hier ou ces c'est propos. aujourd'hui Non, c'était pas aujourd'hui. Peut-être qu'il a dit aujourd'hui, mais c'était. Hamilton C'était et hier. Vettel en duo chez Aston Martin en 2021, on n'est pas prêt. Et oui, car on Ah rappelle non, là. qu'il n'est toujours pas confirmé, le deuxième pilote Aston Martin. Tu vas avoir Stroll avec Bottas Ah, chez ouais. Mercedes l'année prochaine. Aston Martin qui va battre les Ça champions serait du monde cocasse. Ce serait directement. pas mal ça. Ça va être fort ça. De toute façon, en même temps, après, c'est plus facile. Les deux ont 11 titres de champion du monde, c'est plus facile de se mettre ensemble à ce moment-là. Que, Oui. Voilà, je veux dire, bon, Vettel il sort d'une année tellement abominable, même s'il a terminé sur le podium il y a 2 semaines, que ça pourra pas être pire, quoi. Donc il peut se permettre d'aller avec Lewis Hamilton, mais ce serait très sympa. Évidemment, ne commencez pas à croire, hein, chers amis qui nous écoutez, non, ce ne sera pas comme Hamilton Alonso en 2007. Ils feront un duo Race of Champions et puis voilà. Oh, la vache. Ça existe encore, ça d'ailleurs? Je crois pas, non. Vous n'allez pas être déçus hein, du Racing Café qui reviendra sur la Race of Champions, qui aura lieu à un moment peut-être de l'année. Hein, c'est un peu. Bon, à Majorque au mois de février, tu vois, c'est tranquille. Non, je crois que c'est l'Arabie Non, Saoudite non. maintenant. Hein, Ah, il va y revenir, je crois. Il va y revenir en tout cas. Ou alors c'est on son fait- continent américain, je sais plus. On fait ça bien en Arabie Saoudite en ce moment. Tous les sports mécaniques partent en Arabie Saoudite de toute façon maintenant. Je parie sur un Motorfly dans les points au Grand Prix de C'est- Sakir, nous dit Pandomaniac. C'est Pandomaniac, pardon, c'est fort ça. C'est logique qu'ils aillent en Arabie Saoudite justement parce que c'est écolo, ça évite de faire trop de trajets
au pétrole qu'ils vont mettre dans la bagnole. Comme ça, au moins, ils le sortent du puits de pétrole le matin même. Et le soir, ils mettent dans la bagnole. Tu la vois venir, l'opération comme le jeudi du Grand Prix d'Arabie Saoudite, où ils prennent toutes les voitures, ils roulent dans les rues de je ne sais plus où on va d'ailleurs. De Jeddah. Et ils s'arrêtent devant le puits de pétrole et ils remplissent directement les voitures pour le Grand Prix. Voilà. Merveilleux ce qui se passerait, c'est ça absolument. Par contre, je les vois vraiment faire un truc comme ça devant une station Aramco ou un truc comme ça. Un moyen en plus, ouais. Un truc qui ressemblerait un peu à la scène de course dans Driven, là. Je sais pas si tu vois, tu sais, quand ils font la course sans casque dans la. Oui, ça, oui, c'est la seule. Mais en version vraie, quoi. La seule scène de course où vous pouvez trouver à peu près une incohérence par seconde. C'est très très fort, évidemment. Dans des scènes de cinéma. Je pensais que c'était issu d'une histoire vraie, moi, ce film. On m'aurait menti, c'est ça? J'ai épluché. Ah non, je confonds avec le film avec James Hunt et Niki Lauda. Autant pour moi. J'ai épluché toutes les archives de l'IndyCar. Je n'ai jamais retrouvé un pilote qui faisait bzzz quand il était bien. Voilà, je ne sais pas. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Ah, on dit que Ferrari pourra pas prendre d'essence puisqu'ils sont avec Shell, évidemment. Bah oui, Aramco, ça ne pourra pas passer, bien sûr. Ce sera assez compliqué. Il n'y a personne qui est sponsorisé par Aramco. Non, parce qu'après, il y en a beaucoup qui sont chez Castrol. Attendez. C'est ExxonMobil. Attendez l'appel d'offres dans 2 ans qui dira l'appel d'offres pour le carburant standard en F1 en 2023. On va le voir arriver celui-là. Petite parenthèse, Castrol qui sponsorise Jaguar l'écurie de Formula I. J'ai rigolé, ça fait comme Porsche qui fait une Taycan turbo. Mais rassure-toi, ils produisent Castrol des e-fluides. Oui, il n'y a pas des fluides malgré tout. Ne demandez pas ce que c'est qu'un e-fluide. Mais... Si, il y a des fluides quand même. Oui, c'est de l'électricité qui est fluidifiée. Voilà, c'est conceptuel, c'est quelque chose. Non, mais en soi, ce sont les lubrifiants, je suppose, pour tout ce qui est roulement à billes et compagnie. Enfin, tout ce qui est roulement du moteur électrique. Tout ça. On me dit Stroll. On peut y trouver une logique parce que t'as raison, la Taycan Turbo ça reste quand même intéressant. Ça c'est fort. Ah oui, il paraîtrait que c'est les boomers qui râlent après ça, qu'on n'est pas prêt pour ce genre de choses. On me dit Stroll, je pense qu'il a du talent, mais il a peur de s'affirmer parce que c'est un fils à papa et que ça fasse polémique, c'est titré et papa a dû faire. Non, t'inquiète pas, il a pas peur de s'affirmer, le gaillard, il a juste pas non plus le talent de Lewis Hamilton et c'est quand même pas grave, à un moment donné. J'ai pas non plus 19 sur le plateau pour avoir le talent de Lewis Hamilton. J'ai pas non plus le talent de Lewis Hamilton, je ne m'en porte pas mal du tout. Rassurez-vous. Et l'appel d'offres pour apprendre la F1 pour Aramco. Ça va être terrible. On va passer du immédiat à Aramco, on va voir flou. Par contre, je le sens gros comme une maison d'avoir la Formule 1 qui s'appelle justement, qui sera sponsorisée comme l'IndyCar d'ici quelques saisons. Alors Aramco Formula One. Ouais, je le sens gros comme une maison, ça. Comptez sur nous, promis. Si ça arrive, comptez sur nous pour en faire des tonnes. Ah, moi je te place du. Est-ce qu'il y aura la F2 Domino Pizza? Comme ça, tu vois. Et la F3 Uber Eats. Moi je ne vous parlerai que de la Formule 1 Aramco. Voilà, moi je ne m'en remettrai pas. En tout cas, ce week-end, les petits timings, parce que évidemment vous allez vouloir regarder ce qui se passe ce week-end du côté de Bahreïn, bien sûr. À 14h demain, ce sera la première séance d'essai libre. Ça contraste avec les 9h du matin à Istanbul, là vous êtes bien, là il n'y a pas besoin de se lever, enfin pour certains si quand même, mais là on est bien. 18h la deuxième séance d'essai libre, non pardon, qu'est-ce que je dis, c'est le track time, ça c'est sur place, pardon, c'est à midi demain les essais libres 1, excusez-moi. Midi les essais libres 1, 16h les essais libres 2, 1h30 à chaque fois bien sûr. Samedi à midi la troisième séance d'essai libre pendant 1h, les qualifications samedi à 15h et la course dimanche à 15h10, c'est merveilleux, vous regardez le Grand Prix. 15h10, ça démarre. 17h, ça se termine. Vous mettez France 2, l'Eurovision Junior. Vous passez une super après-midi. 20h30, le débrief sur cette chaîne Twitch. De la course, hein, pas de l'Eurovision Junior, rassurez-vous. Je reste quand même assez logique. Bref, ça va être merveilleux. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Grand Prix à 15h10 d'ailleurs. 15h10, même le Portugal, c'était pas ça. Il y a eu le Mugello, je crois. Ouais, ça doit être le Mugello. Ouais, parce que oui, justement, ils n'avaient pas fait. On pensait qu'il n'y avait pas beaucoup de Grands Prix. Je pensais même qu'il n'y avait plus du tout à 15h10 depuis le Nürburgring. Mais non, il y avait bien. Il y avait bien effectivement le Grand Prix de Bahreïn de ce week-end à 15h10. Et évidemment, Bancadri, que même si on gagne l'Eurovision Junior, il n'y aura pas de débrief, puisque mercredi, c'est le débrief de l'Eurovision Junior. Vraiment, pourquoi je ne suis pas encore en train de travailler à la télé tant je sais faire des lancements comme ça sans transition, c'est assez merveilleux. Et sans transition, si vous avez encore quelque chose à ajouter sur le Grand Prix de Bahreïn 2020, chers amis, nous pouvons parler des éditions précédentes. Avec du Pasteur Maldonado dedans, donc restez là évidemment. Putain, il a retourné comme une crêpe. Vous n'allez pas être déçus. Wow, what was that? Mais d'abord, commençons, si j'ai pas fait de vidéo, et oui, je ne l'ai pas fait, avec la première édition du Grand Prix de Bahreïn. C'était en 2004, hein, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est un Grand Prix encore assez jeune, même si c'était déjà il y a 16 ans. Le Grand Prix de Bahreïn, qui était l'une des courses les plus chaudes de l'histoire de la F1.
Et moi, ça m'avait surpris quand j'avais vu ça parce que la Formule 1, on avait fait une vidéo, on en fait à chaque fois des caisses quand on allait en Malaisie, à Singapour, tout ça, parce que c'est chaud et humide. Mais on oubliait de préciser qu'il faisait quand même 41 degrés à Bahreïn en 2004. Ce qui est assez chaud, hein, voilà, même si quand c'est une chaleur sèche, c'est peut-être un peu plus facile à supporter. Mais il faisait effectivement très très chaud à Bahreïn en 2004 et c'était une victoire de Michael Schumacher. De toute façon, comme on vous l'a dit un petit peu tout à l'heure, vous faites un Grand Prix en 2004. Il y a beaucoup de chances que vous lâchiez Michael Schumacher en nom de vainqueur et ça fonctionne. Hein, c'est très clairement bon. Mais qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir vous Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce que vous pensiez quand on est allé à ce Grand Prix de Bahreïn et comment, voilà, à la fin de la course, est-ce que vous pensiez que c'était un bon choix d'avoir ajouté ce circuit ou que c'était nul et non avenu? Moi, j'avais bien aimé. Vas-y, Manu. Ouais, j'avais bien aimé. Je crois que la première édition, j'avais trouvé plutôt pas mal parce que justement, il était critiqué le circuit pour être un circuit dans le désert, au milieu de nulle part et tout ça, et tout le monde disait la F1 a rien à y faire, etc. En plus, c'était encore une création de Tilke à l'époque. Tout le monde disait faut changer d'architecte. Finalement, 16 ans plus tard, on n'a toujours pas changé d'architecte, mais au final, on dit toujours. Et au final, ça c'était plutôt sympa, je crois. Donc bon après, c'était un peu comme cette année, hein, il y avait les Ferrari et le reste derrière, mais le reste derrière c'était justement, il y avait BAR qui était revenu au niveau, il y avait Renault qui était là, alors que Williams et McLaren étaient un peu plus en retrait, donc c'était plutôt sympa. Et globalement, ouais, moi j'ai jamais eu une trop mauvaise image de circuit, si ce n'est en 2010 quand ils ont tenté le tracé long. On en parlera. Là c'était une catastrophe. Mais non, en 2004, moi j'avais bien aimé. Ouais, les premières éditions m'avaient pas eu bien. On avait Kimi Raikkonen qui avait cramé son moteur au bout de 7 tours en 2004. Hein. C'était parfait, hein, évidemment. Vous trouvez bien un Grand Prix à 41 degrés, ça pouvait pas tenir. Coulthard a abandonné son premier électronique, lui. Hein, comme ça, au moins, les deux McLaren d'intérêt, c'était quelque chose. Greg, je t'ai vu faire la moue. Tu m'as paru... pas Non, ce circuit ne m'a vraiment jamais hypé et je peux pas en dire du bien. Donc, Damien pourra-t-il voilà. Bahreïn, je sais pas. Tu nous demandais quel souvenir on en avait, qu'est-ce qu'on avait pensé à l'époque quand tu as vu Bahreïn. Alors on était en 2004. Pour moi, ça m'en avait touché une sans faire bouger l'autre, si je peux me permettre l'expression. Le circuit en lui-même, ouais, bien, sans plus. Mais comme tu dis, c'est depuis 2014 que le circuit, pour moi, j'apprécie beaucoup qu'on y aille parce que justement, les courses sont vraiment sympas. Et peut-être que, comme tu disais, ça marche plutôt bien avec les voitures hybrides. Mais j'ai souvenir d'un circuit qui était un peu tristouille quand même, quoi. Enfin, il n'y a rien là-bas. Il se passe rien. Oui. La moitié des tribunes, en fait, elles ont été couvertes avec de la publicité parce qu'ils n'arrivent pas à vendre des places. Et quant à l'enchaînement avec le Grand Prix d'Australie où c'est la grosse ambiance et puis après derrière Chine-Bahreïn, c'est toujours triste et donc on attendait avec impatience à Monaco parce qu'après t'avais le Grand Prix d'Espagne, tu te faisais chier, donc t'attendais le Grand Prix de Monaco à chaque fois. Bahreïn c'était un passage obligé, ni excitant, ni à virer, c'est un passage. Voilà. Un passage, c'est bien. Un passage, c'est ce qu'a fait Felipe Massa en 2006 devant Fernando Alonso. Il a fait un passage, littéralement. Hein, il est passé devant. Vous voyez l'image, vous dites qu'est-ce qui s'est passé. Il y a Massa qui était à 100 mètres derrière Alonso, il a freiné, il a perdu l'arrière, il lui est passé devant. Ça a failli être une catastrophe, et pourtant c'est bien Fernando Alonso qui a gagné ce Grand Prix, qui a remporté ce Grand Prix de Bahreïn 2006. Devant Michael Schumacher, c'était les prémices justement de leur grosse bagarre pour le titre de champion du monde cette année-là. On avait Kimi Raikkonen qui était revenu de la dernière à la 3ème place. Parce que Raikkonen avait inauguré les qualifications, parce que c'était le premier Grand Prix de la saison 2006, il avait inauguré les qualifications en Q1, Q2, Q3 en explosant sa suspension arrière, enfin, qui avait explosé d'elle-même, ce qui l'avait contraint de partir dernier. C'était aussi, messieurs, vous n'allez pas me contrôler là-dessus, les grands débuts de Super Aguri en Formule 1 et de Yuji Ide. Quand même. Ah oui, la première de ces 4 courses. C'était bien les débuts du gilet qui a abandonné contre 35. Enfin, il a abandonné après avoir fait 35 tours sur casse moteur. Je ne sais pas combien de tours le leader avait effectué à ce moment-là, mais à mon avis, ça devait être d'autant qu'en plus, je crois qu'il n'y a pas une histoire où il a échappé à la disqualification avant les qualifs parce qu'il n'y avait pas les 107%. Un truc comme ça. Oui, il n'y avait pas la règle des 107%. Oui. Ouais, et qu'en gros, ils auraient pu le disqualifier parce que le temps de la pole était forcément très rapide, mais que. Il était à 8 secondes. Il était à 8 secondes. Il était à 7 secondes, ouais. Enfin, le problème, c'est qu'il était à 8 secondes 8, mais du temps de la pole qui était faite avec de l'essence. Et surtout, il était à quasiment 3 secondes de son équipier, ouais. En fait, avec de l'essence, c'est les pneus du départ, parce qu'à l'époque, on avait les pneus en Q3 aussi. C'est-à-dire que globalement, il devait être à bien 9 secondes en Q1, ce qui est plutôt pas mal, hein, comme écart, bien sûr. UJD, le grandissime UJD. On avait également les débuts de Midland.
en Formule 1. Et de Toro Rosso, eux, ils sont restés un peu plus longtemps. On va pas les blâmer, mais alors Midland... Bah, Midland d'une année. Hein. C'était pas... Et encore même pas l'année complète, puisque Spiker a tenu avant la fin de saison reprendre tout ça. Bon, ça n'a pas duré beaucoup plus longtemps chez Spiker, bien sûr. Puisque fin 2017... On a eu une écurie russe en Formule 1, en fait. Bah, avant Marussia, c'était la première, effectivement. Oui, j'avais zappé ça avec... C'était les grands débuts de Midland. D'ailleurs, c'est pour ça que la Jordan en 2005, puisque Jordan avait déjà été rachetée, la Jordan en 2005 était présentée sur la place rouge à Moscou. Oui, c'est vrai. Avec Kartikeyan et Montero, à l'époque. Vraiment, on le fera, hein, cet énorme Racing Café avec toutes ces anecdotes qu'on a oubliées, d'équipes qu'on a oubliées, de pilotes qu'on a oubliées. Ça va être absolument merveilleux. On passera un très bon moment ensemble. Mais Montero qui avait fait une super saison. En plus, je crois qu'il avait fini tous les Grands Prix, il me semble. En 2005, ouais. Ah oui, c'était en 2005, ouais. Non, je crois qu'il en abandonne. Non, il abandonne au Brésil, je crois. Je crois qu'il y en a un qui l'abandonne et c'était le souci, justement. Il voulait pas. Il était déçu. Mais par contre, il avait aussi marqué un point au Grand Prix de Belgique, outre son podium, évidemment, au Grand Prix des États-Unis, mais il avait quand même marqué un point. Et marqué un point avec la Jordan, c'était du jamais vu cette année-là. Cette saison, quand même. Thiago Montero sur un podium de Formule 1, c'est quelque chose. Hein. Ah bah, l'excellent Thiago Montero. Et très sympa en plus, je tiens à le dire. C'est quelqu'un de bien, Thiago Montero, qui parle français en plus. Qui parle extrêmement bien français. Ça, c'était évidemment le truc qui faisait que Jarno Trulli avait toujours une interview sur TF1. Jarno, qu'on retrouve avec grand plaisir parce qu'il parle français, bien entendu. Et Flavio Briatore qu'on retrouve avec grand plaisir parce qu'il donne les stratégies de tout le monde. En 2010, là, on a peut-être moins de grands souvenirs. Alors 2010, là, vous voyez, à la grille départ très remplie, évidemment, 24 voitures avec les Lotus, les Virgin, les HRT, et toutes ces choses extra. Enfin, les Hispania qu'on n'a pas encore à l'époque. Bahreïn 2010, la victoire de Fernando Alonso pour sa première course chez Ferrari et surtout le seul Grand Prix qu'ils ont fait sur une version abominable du circuit de Bahreïn. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Ils ont rajouté un secteur extraordinairement lent. Les F1 n'avaient rien à foutre là-dedans. La réalisation estimait aussi ça, puisqu'il y avait une seule caméra dans tout l'enchaînement, c'était catastrophique. Ça nous en a fait le deuxième circuit le plus long de l'année quand même. Hein. Quasiment 2 minutes le tour, ouais. Oui, voilà, parce qu'en plus il était très lent au niveau vitesse moyenne, puisqu'on allait beaucoup moins vite qu'à Spa-Francorchamps, et donc c'était 1,54 la pole de Sébastien Vettel. Vettel qui avait gagné la course d'ailleurs avant un problème mécanique. Et oui, il y a des courses gagnées avant de connaître un problème mécanique et de devoir laisser passer Fernando. La version, alors c'est l'anecdote à la con, hein. Formule 1 2010, c'est le premier jeu Codemaster qui était sorti à l'époque. Ouais. Et je me souviens que je l'avais sur Xbox 360, je l'avais acheté, le jeu, et le premier circuit sur lequel j'ai lancé une bagnole, c'était le circuit de Bahreïn 2010. Quelle horreur. Et oui, quel regret. Le regret a été immédiat. Oui, parce qu'il ouvrait la saison, le Grand Prix de Bahreïn cette année également. Puisqu'en 2010, ils avaient envie de lancer la saison à Bahreïn. En 2006, l'Australie ne pouvait pas parce qu'ils avaient les jeux du Commonwealth, mais là, ils étaient dit, oh non, c'est bien Bahreïn. Non, l'inauguration de la saison, grand circuit, machin, c'est bon, c'est la fête. Ils avaient fait des super séances photos avec toutes les voitures, tous les pilotes, tout ça. Ils avaient essayé de faire un truc un peu nouveau. Mais bon, c'était au final, la course n'avait pas été terrible. Ouais, non, elle a été très très compliquée la course. Heureusement qu'il y a eu le petit problème technique pour Vettel, parce que sinon on s'ennuyait ferme. C'était le retour évidemment de Michael Schumacher en Formule 1, qui avait fini 7ème, hein, pas mal pour. Non, pardon, des qualifs, excusez-moi, 7ème des qualifs. Mais au niveau du Grand Prix, il a fini 6ème. Il a fini à 4 secondes de Nico Rosberg, c'était pas mauvais du tout. Bien sûr, pour un septuple champion du monde qui revenait après 2 ans d'arrêt. Attends, il y en a un dans les commentaires qui parle de l'édition Wii du jeu de Formule 1 en 2009. Alors je l'avais sur PSP moi. Je l'ai acheté. Alors t'inquiète pas Damien, sur PSP tu prends ta PSP, t'élargis l'écran, t'avais la version Wii. Hein, sur une télé c'était absolument abominable. Mais ouais, moi j'avais joué, je l'ai poncé ce jeu parce que moi j'avais qu'une Wii à l'époque. Alors j'étais content d'avoir le jeu de la F1 avant tout le monde quand il faisait enfin son retour. Les gens qui avaient une PS3, ils avaient pas le jeu de la F1, j'étais bien content. Mais bon, fallait voir la qualité du jeu évidemment, avec le Kers qui faisait des bruits, enfin c'était Need for Speed le truc, c'était absolument incroyable. C'était un truc de fou. La dernière édition dont j'ai voulu un petit peu vous parler aussi, c'est 2014 bien sûr, avec cette image extraordinaire, il l'a retourné comme une clé. Esteban Gutiérrez qui hurle factuellement d'ailleurs l'expression retourner comme une crêpe c'est Gaëtan Vigneron qui l'a faite mais c'est au départ du Grand Prix d'Allemagne de cette même année avec Massa non c'est Massa qui s'est retourné qui s'est retourné par Magnussen oh là là, il s'est fait tourner comme une crêpe. Mais là, Esteban Gutiérrez qui a lâché dans sa voiture. Wow, what was that? Il comprenait pas ce qui lui arrivait pour. Puisque Maldonado, il sortait des stands, il s'est retrouvé dedans. Après, tout était possible avec on critiquait Maldonado, mais Carlos Sainz a fait exactement la même sur Lance Stroll en 2017. Donc,
finalement, voilà, bon, ça n'enlève rien au C'était fait moins- qu'on- c'est- on va le blâmer. La note artistique était moins bonne, on va dire. Voilà, puis Sainz Exact. il a abandonné, alors que Maldonado il a pu continuer, voilà, c'était vraiment... Et puis Sainz, c'est pas tous les grands prix où t'as un truc comme ça, parce que bon, Maldonado, c'est pas cette même année aussi où il était Grand Prix des Chines en train de regarder son écran et il a continué à tourner. Oui. Si, oui. Mais ce qui était génial en plus, c'était qu'à chaque fois qu'il se crachait, il y a son ingénieur qui lui demandait si ça allait, il répondait juste j'ai perdu la voiture. Mais il disait rien d'autre à chaque fois. I lost the I car. lost the car. Non mais ce qui est magnifique surtout, c'est qu'à chaque fois il parvenait quand même, Pastor Maldonado, à trouver de nouvelles manières. Et ça, Ouais. il y avait quand même une... Voilà, il y avait, je sais pas moi, c'était en Belgique où il part en tête à queue en 2014 aussi parce qu'il roule dans l'air. Enfin c'est merveilleux quoi, il y a vraiment des trucs extraordinaires quoi. Je me rappelle d'ailleurs que là, on avait une image justement des mecs de chez Lotus quand ils l'avaient vu se planter, où tout le monde se foutait de sa gueule dans le garage. Oui. Et t'as aussi C'était quand, gênant. quand il crame le moteur à Abu Dhabi, il fait un peu pareil aussi. Il est là à se dire mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Maldonado un artiste comme le dit Papaye dans le chat. Effectivement, hein, très clairement, et comme le dit Presque Amélion, mais laquelle est dans le bon sens? Vous avez 2 heures évidemment pour nous dire quelle Formule 1 est dans le bon sens. Mais c'était surtout le premier Grand Prix de Bahreïn de nuit et c'était surtout une superbe bataille entre les Mercedes, bataille qui avait été remportée au final par Lewis Hamilton. Depuis tout à l'heure, tu me demandes est-ce qu'il y a vraiment une course qui t'a plu? Il y a que celle-là en fait que je note. Bah, elle était chouette. Bah, après, depuis 2015, c'est pas des grands prix inoubliables ou des grosses bagarres comme en 2014, mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours un Non. rebondissement, il y a toujours un truc sympa, il y a toujours quelque chose quoi, qui arrive quand même à être sympathique à Bahreïn. Moi je me rappelle par exemple le premier tour en Ouais. 2000, je crois que c'est 2012, le premier tour il est dément. T'as Weber qui part au fond de grille, enfin ça fait n'importe quoi. Bon après les 55 tours derrière étaient moins... Enfin... Il y a Alonso qui se fait pousser dans les graviers, alors on dit all the time you have to Ah leave oui. the space, tout ça, voilà, c'est rigolo quoi. On fait des mèmes, on sauvegarde ça dans un dossier, puis on sort ça sur TikTok 4 ans après. Mais en termes de course, c'était peut-être pas effectivement tout à fait extraordinaire. C'était voilà, en 2016 aussi, non, en 2014 du coup, presque le 900e Grand Prix d'histoire de la Formule 1, hein, aussi sur ce Grand Prix de Bahreïn. Qui était assez sympa. J'ai failli vous dire d'ailleurs que tous les grands prix qui marquaient des centaines étaient très sympas. J'ai oublié qu'on a fêté le 1000e anniversaire en Chine l'an dernier. Donc toutes mes excuses. C'était le pas une 800 et le purge. 900 qui étaient plutôt sympas, mais Le millième était une purge. Ah, c'était Oh plus putain, compliqué. c'était long. Et puis l'an dernier à C'était long. Bahreïn, messieurs, Charles Leclerc qui avait course gagnée avant de malheureusement connaître des soucis de moteur. Et c'est Lewis Hamilton. Ah, c'est peut-être pour ça que j'aime pas ce circuit en fait. C'est peut-être ça, hein, le monégasque qui se fait voler. D'ailleurs, ça- tu dois être sacrément fan de Renault parce que c'est grâce au double abandon de Renault, quasiment au même moment, au même endroit, que la voiture de sécurité a sauvé le podium de Leclerc quand même ce jour-là. C'est vrai. Ouais, non, parce qu'on vous rappelle, hein, moi je l'ai bien pris, hein, le double abandon de Renault. Hein, le truc, moi, c'était à mourir de rire quand même. On va. Nico Hülkenberg. Ah, j'étais comme un fou moi. Non, c'était Daniel T'as Ricciardo qui vu, a t'as arrêté vu. sa voiture. Non, mais c'est énorme, c'est triste. que tu vois une Renault arrêtée, tu te dis, la caméra change d'angle, et tu te dis, putain, les mecs ils prennent la même voiture sur l'autre angle. Attends, mais Eh c'est oui. pas le même numéro. Non, mais moi, Oui. je me rappelle surtout, je le vois s'arrêter, Ricardo, et je vois le drapeau jaune, genre il sort juste avant que ça, je dis. Ah, ils sont réactifs quand même, les commissaires de. Ah non, c'était pas lui. Toutes nos excuses. Ils sont tombés en panne à 200 mètres l'un de l'autre, c'était merveilleux. Quelle catastrophe. Ah, non, Même mais temps. ils Autant étaient pour bien. moi, j'ai deux éditions qui étaient folles. Voilà. Ils étaient bien placés en plus, ils étaient 6 et 7, je crois. Ah bah c'était. Les 2 premiers Grands Prix de 2019 de Renault sont bien, après. Enfin. Ouais. Sauf quand. Enfin, les 100 premiers mètres de l'Australie pour Ricardo étaient bien. Il a perdu son aileron avant. Ah, je vous dis, hein, l'année 2019, quand t'es fan de Renault, c'était extraordinaire à vivre. Hein. Fan de Renault et Ricardo, je me lève, j'ai les yeux, je vois rien et je vois l'autre qui explose son aileron avant. C'était une merveille. Allez, absolue. bonne nuit. Couché, là. Ah, il est pas recouché parce que D'ailleurs, franchement, D'ailleurs, la saison a fini avec Hülkenberg qui s'est fait retourner comme une crêpe aussi. Donc, c'était 2019. Non, il était, Ah, c'est il était 2018. pendu. Ah, Il c'est était 2018. pendu comme une vache. Ouais, mais je sais plus. C'était pas 2018. Et je crois que c'est 2018, ouais. Ah mince, autant pour moi. Avec Grosjean, ouais, c'était peut-être 2018, mais après, oui, c'était effectivement. Oui, parce que c'était une époque où les Renault et les A c'était encore à peu près au même niveau, tu vois. Ah oui, mais parce c'est que l'an vrai. dernier, même si la Exact. Renault avait largement régressé en cours de saison, la Haas l'avait fait bien avant pour permettre que ça ne se passe pas. Mais de toute façon, ça restait le dernier Grand Prix de la carrière de Nico Hülkenberg à ce moment-là, donc j'étais d'une tristesse incommensurable, bien sûr, vous vous en doutez. Mais voilà, donc pour nos petites éditions qui nous ont marquées, je sais pas si vous en avez d'autres, les amis du Grand Prix de Bahreïn. Oui. Oui, Il y avait juste en 2009, il y avait Alonso qui avait fait un malaise après la course
Parce qu'il avait fait toute la course à 40 degrés aussi sans son système pour boire. Et il avait. Ericsson rigole. Ouais, Ericsson rigole, mais. Il avait quand même perdu 5 kilos pendant la course et avait bien fini. Il avait fini 8ème quand même, et puis il avait ensuite fait un malaise. Donc c'était sympa. 2018, la 4ème place de Gasly quand même. Eh oui, no weekend fight. Il avait trollé Fernando Alonso. C'est vrai. C'était pas en Malaisie ce podium, non, effectivement. Il me semble bien que c'était à Bahreïn. Il me semble. Allô? Ah, je crois. De quoi? Ah, mais je vous ai vu, non, parce qu'on nous dit que c'était pas on demandait si c'était pas en Malaisie. Moi je crois bien que c'était à Bahreïn, justement. C'était bien. Oui, mais De quoi? Le malaise d'Alonso. Le petit troll. Non, le Non, malaise. c'était à Bahreïn. Le malaise. Ouais. Le troll c'était à Bahreïn, ça c'est sûr, mais le malaise c'était bien à Bahreïn aussi, il me semble. Oui, aussi, ouais. Non, mais c'est pour ça, mais on répond réellement aussi, ma chère Juliette, ne t'en fais pas. Mais voilà, bon, un grand Parce truc qu'en qui est sympa. En Malaisie 2009, c'était la mousson, donc il avait pas chaud. Ouais, oui, en Malaisie en 2009, avec quelqu'un qui mange une glace. Voilà. Voilà, on fait ce qu'on peut. On a Nico Rosberg qui mène 30 tours aussi, lui-même il se demandait comment il a fait pour marcher sur l'eau à ce point-là, puis il finit au pâquerette. C'était quelque chose, en fait, Malaisie. Est-ce que c'est pas d'ailleurs le dernier Grand Prix, Malaisie 2009, où les moitiés des points ont été distribués? Si, tout à fait. Ouais. Il n'y a pas eu lieu depuis? Bah non, il n'y a pas de raison. Non, depuis on a fait les Grands Prix. Il y a eu en F2 cette année, mais pas en F1. Il y a juste eu le dernier, c'était Japon 2014, c'est le dernier Grand Prix qui est pas allé à son terme. Sinon, Mais il n'y en a pas eu d'autres. tous les points ont été distribués par contre. Voilà, c'était au-delà des 75%, donc tous les points ont effectivement été distribués. D'ailleurs, tu parles de F2, on rappelle évidemment que la F2 fait son retour aussi ce week-end. Alors, c'est les 2 dernières courses du coup, ces derniers week-ends. Non, il y a 2 week-ends encore, pardonnez-moi. Oui. Que moi qui les ont pas démarrés, les bagnoles, on va se marrer. Ouais, non, mais surtout, ça va être magnifique parce qu'ils vont faire la finale sur le Super Speedway là. Donc, ça va être Super quelque chose de Speedway. sympa. On vous rappelle que c'est évidemment Mick Schumacher qui est en tête actuellement du championnat de Formule 2. C'est très serré en tête de classement parce que c'est un peu une saison, voilà. C'est quasiment une saison à la MotoGP, si vous voulez, c'est que tout le monde marque des points, mais il y en a pas mal qui abandonnent. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment non plus. C'est pas un pilote qui se dégage, donc je peux pas vous dire Mick Schumacher sera champion ce week-end, même s'il pourrait tenter de l'être. Il a quand même 22 points d'avance sur Calum Elliott, mais je vous rappelle qu'on a 2 courses par week-end, donc on peut marquer évidemment beaucoup plus de points. Calum Elliott qui est 2ème. Yuki Tsunoda, le peut-être futur pilote AlphaTauri, qui est en 3ème position. Christian Lundgaard est 4ème. Et Robert Schwartzman est en 5ème position. Le pilote russe, donc ça va être ce week-end du coup, à suivre évidemment sur les 45 antennes du groupe Canal, et Théo Pourchaire, notre vice-champion de Formule 3 français, qui fera ses débuts en Formule 2 ce week-end. Il roule pour HWA, c'est ça, hein, si je dis pas de Oui. bêtises. Ouais. C'était Ouais, c'est l'ancien ça. baquet de Giuliano Alesi, qui lui maintenant a changé de crèmerie. Bien entendu. Pourchaire, ses cheveux, c'est pas possible. Écoutez, nous ne sommes pas encore dans le c'est un pari. Il Le est jeune ce garçon. il est C'est un jeune. pari, c'est pas possible autrement. Le Racing Salon. Le wrestling, salon de coiffure. Il faut qu'on fasse un jeu de mots avec Tiff par contre, hein, ou R. Hein. Ah oui. Ça, par contre, ça c'est. Ah oui, non, allez-y, il est chez MP Motorsport. Voilà, il est encore là. Oui, il est venu chez MP pour la fin de saison. Et après, il est viré, de toute façon. Bah, on sait pas encore, hein, on ne sait pas. Ah non, il est viré de la Ferrari Academy, pardon. Mais Bah, non, il est- finalement, il est Non, même pas. Non, mais il l'est pas encore, mais comme je vous l'ai dit. Il a démenti. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je pense que voilà, hein, il va finir la saison. Mais après, on va lui Mais dire. c'est dit. Oui. Ouais. Sauf si Jean Alesi a dans sa possession une F12 Berlinetta, voilà, quoi, ce sera pas possible de continuer. Il remplace Non, un mais rapport à cette année, là, la F40, c'était pas de l'investissement, c'était de la perte sèche, hein, quand même, vu la saison qu'il a fait. Ça Ah fait mal un peu. de toute façon tout ce que Jean Alesi a mis comme argent dans la carrière de son fils pour l'instant, c'est quand même pas le retour sur Ah, l'investissement. F3 encore, il a fait quelques victoires, bon, voilà. Mais la F40, ce qui est moche, c'est le côté sentimental du truc, où c'était la voiture qu'il avait eue. Déjà, c'est une F40, et puis c'est la voiture qu'il avait eue quand il était chez Ferrari, tout ça. Donc, C'était pas un cadeau de Enzo Ferrari, celui-là? non, pas de Enzo, parce qu'il était déjà mort, mais, mais non. c'était un cadeau de Ferrari, ouais. Donc ouais, le jeu en valait peut-être pas la chandelle, quoi. Qui vient nous dire en début de saison prochaine, écoutez, j'ai vendu mon casque du Canada du Canada 95, le volant, j'en ai marre. On verra en tout cas ce que deviendra Giuliano Alesi, bien sûr, dans les années à venir. Mais bon, on lui souhaite évidemment la meilleure carrière possible. Oh, Et de c'est- l'endurance, peu cher. Voilà, à mon Ouais, avis, en il GT. va bientôt se retourner vers le GT parce que voilà, si jamais les portes de Ferrari sont closes pour la F1, mais elles peuvent toutefois s'ouvrir vers le GT3. Il y a la Formule E s'il veut aussi, que vous. Ouais, mais ça va commencer à faire. Là, la qualité du plateau va quand même commencer. Enfin, je n'ai rien contre Giuliano Alesi, mais. Ouais, mais
Il va falloir que Jean il vende sa Tesla, merde. Genre, il va devoir vendre à chaque fois quelque chose. Mais peu importe que Sinon, il y a peut-être une place de consultant sur Canal+, aussi, c'est pas impossible. si hein. Giuliano veut faire informaticien où tu vas devoir revendre son Mac, enfin ça va être des trucs, ça va être affreux quoi. C'était genre Lézy, il veut financer tout à chaque fois. En tout cas voilà ce qu'on peut D'ailleurs, dire. Jean Lézy Vas-y, qui avait ouais. été très touchant dans le dernier documentaire de Canal avec Biolay. À la fin où tu le vois s'asseoir dans sa voiture justement où il avait gagné au Canada et tout. Je pense que ça avait été une des parties les plus sympas du documentaire d'ailleurs. J'ai pas vu. Mais je te fais Oh, confiance, mon je l'ai Dieu. pas vu non plus, mais c'est vrai que non, ça devait être. Voilà. Ça avait l'air. Il ne ratait pas grand chose. Il était sympa à voir, mais Le problème, c'est que Benjamin Biolay, quoi. C'est ça, Ouais, incompatibilité c'est- musicale pour moi. Je pense qu'il est pas méchant, mais son rythme, enfin, sa façon de parler, enfin, j'y arrive pas, quoi. Ce qui est très chouette, les gars, c'est que maintenant, Ah, j'ai ma c'est- nouvelle vidéo TikTok où je vais pouvoir mettre, et oui, on parle aussi de Benjamin Biolay dans le Racing, Café. Voilà, hein, venez, hein, si vous aimez la musique, c'est aussi. Le tag pas, vu ce qu'on est en train de dire sur lui, par contre. Oui, non, mais voilà, Par contre, j'aime beaucoup la pochette de son album, très sympa. le On est- principe- on enfin, est- le- comment on ça est, s'appelle, Damien. Le thème et la pochette sont très sympas. Voilà, mais Damien, après, le niveau, reste, niveau faut aimer, compliment quoi. que tu puisses faire à un artiste pour son album, je crois que la pochette, c'est au sommet, quoi. Là, au-dessus, c'est le soleil, quoi. Il n'y a plus rien, c'est plus possible. La pochette du CD 2 titres et Et on va pas écouter l'album de Benjamin Biolay non plus, quand même, pas Il déconner. y a ça, Non. il y a ça. La deuxième pire, c'était. J'ai beaucoup aimé la face B. Mais sinon, vraiment, j'ai beaucoup aimé la pochette, c'est très très fort. En tout cas, papa, il me demande si. D'ailleurs, vous savez comment Greg, ils dis-moi. ont réussi à négocier le Grand Prix à Jeddah? Ils ont mis les mecs de la FIA dans une pièce pendant 2 heures avec du Biolay. C'est bon, on signe. Si Arrête jamais, pas. cher- Non, mais c'est bon, gardez vos sous. Cher Arrêtez Benjamin, ce Arrêtez tout. cher Benjamin, Signe si jamais vous semaine nous prochaine, écoutez. mais y a pas de circuit, monsieur. Si jamais vous nous écoutez, cher Benjamin, il y a toujours une place hein, dans le Racing Café, bien sûr. Je n'inviterai juste pas mes 3 comparses, mais on s'arrangera, bien sûr. Bah, Pour faire c'est quelque pas chose. personnel. Ah, puis en plus, le problème, c'est que si t'as Benjamin Biolay qui commence à prendre la parole, l'émission va durer 3 heures, parce que bon, le débit, est quand même 2 fois plus lent que le nôtre. Damien, cette phrase ne va pas durer une quand... heure et demie. Cette phrase ne va pas quand Manu, juste avant, dit c'est pas personnel. Ça ne passe pas. Ouais. C'est pas contre Jusqu'à toi. là, c'était pas personnel. C'est pas C'est contre toi, mais le caricatural. c'est pas des contre toi, mais le problème c'est caricatures. toi. C'est ça. C'est de la Écoutez, caricature. Benjamin, on n'a rien contre vous, mais quand même. En tout cas, papa est dans le chat. Oui, apparemment, le documentaire est bien, d'après Greg, en tout cas. Et Greg est quelqu'un qui a du goût. Je ne l'ai pas goûté, mais vous l'avez bien compris. Et du coup, et du coup, vous pouvez être sûr, ce documentaire est bon. On va peut-être parler un petit peu de MotoGP, les amis, Ouais, maintenant. le si plus ça vous dérange important, pas. c'est pas la taille, mais le goût d'ailleurs. Alors, on disait. On va peut-être parler de MotoGP si ça vous dérange pas. Et voilà, le sponsor valide ce documentaire. Voilà, là au moins, on est sûr que tout va bien. Le MotoGP avec ce week-end, eh bien, c'était la dernière manche du championnat déjà. Au Portugal, à Portimao. Alors déjà, avant de commencer de parler de la course, de tout ça, les images des motos à Portimao, vraiment, c'était somptueux. Parce qu'on avait beaucoup aimé la F1, même si c'est compliqué de montrer une F1, voilà, même dans des montagnes russes comme ça. Mais alors les motos, c'était un plaisir absolument dingue pendant les 3 jours. C'était circuit est beau. superbe. Le circuit est magnifique, des motos qui se lèvent, qui quasiment décollent, enfin c'est extraordinaire. Bon, ça a donné l'occasion de quelques Photoshop pour nous faire Valentino Rossi à 50 cm du sol avec un Concorde qui décolle derrière. Mais à part ça, c'était vraiment superbe. Sauf comme tu le dis, Greg VM, t'as tout à fait raison. La chute d'Aaron Canet, là par contre, là, moi, Ouais. ça m'a glacé le sang. Pour ceux qui l'ont pas vu, globalement, Aaron Canet a chuté. Donc juste avant une descente, donc évidemment en aveugle pour les pilotes derrière qui sont arrivés, qui l'ont évité. Enfin, c'était un truc absolument. C'est vraiment le Incroyable. moment où il se met à courir à moitié à genoux, là, en essayant de dire. Enfin, tu vois qu'il a. Il est au sol, Il a il vraiment voit, peur, il quoi. Il comprend pose sa comme vie, ça. le mec. Il se demande ce qui se passe et puis il commence à ramper. Enfin, c'était Il y terrible en a à un qui voir. passe entre lui et la ligne, Ouais. enfin, c'était. Enfin, vraiment, c'était un drame évité Ouais, c'est- d'extrême justesse. Et c'est un peu pour ça aussi que je me dis, parce qu'on appelle tous évidemment au retour de Portimao tous les ans maintenant, parce que voilà, c'était un super week-end. Et c'est bête, mais il y avait personne, mais on sentait une ambiance qui était très sympa. Je sais pas, il y avait vraiment une espèce de festivité avec les titres de champion du monde, tout ça. Mais par contre, niveau sécurité, moi je trouve que je ne peux pas croire que si on vient par exemple 15 ans de suite à Portimao, on s'en sorte sans un seul accident grave. Ouais, pareil. Voilà, Ah, bah là, il s'est pris pour un sanglier dans le Gard, hein, sur une route gardoise. Hein. Non mais c'était ça, voilà, c'était assez Bambi sur la glace, on nous dit. C'était un peu ça, hein, ça ressemblait un peu à ça, mais voilà, c'est des trucs un peu comme par exemple on allait en IndyCar à Sonoma, qui est aussi un circuit avec beaucoup de choses à l'aveugle.
demandez au pilote français Nelson Philippe ce qu'il en pense. Il a fait attaquer avant une descente. Will Power arrivé, il l'a démonté. Hein. Donc voilà, Philippe s'en est sorti avec un pied cassé. Will Power s'est cassé le dos. C'est des choses en voiture, c'est déjà pas top. La moto, moi, ça fait partie vraiment des choses qui sont assez terribles. D'ailleurs, en moto 2 aussi, au départ, il y en a un qui s'est fait rouler dessus par un autre pilote. Bon, apparemment, tout va bien là, mais voilà, il y a quand même des chutes aussi toujours très, très impressionnantes. Mais à part ces petits soucis entre En effet, on a Bottas qui s'est fait rouler dessus par un Oui, et puis c'était tout le week-end, il y a 2 semaines. C'était terrible. Damien n'en peut plus d'ailleurs, Damien, c'est officiel. Mais un très beau week-end et surtout un superbe vainqueur. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Manu. Miguel Oliveira, le pilote portugais de l'équipe française Tech 3. Donc c'est un petit cocorico parce que c'est quand même une équipe française qui a gagné 2 fois cette saison du coup. Miguel Oliveira qui s'impose en ayant fait la pole, en ayant dominé le Grand Prix de bout en bout. C'était quand même assez fou. Vraiment, moi je sais pas ce que tu en as pensé d'Oliveira, mais je l'ai trouvé vraiment extraordinaire ce week-end. Bah pareil, j'ai trouvé que quand il a gagné en Autriche, il a gagné sur une dernière manœuvre et tout ça, donc tout le monde a dit ouais c'est bien, mais il a juste été opportuniste. Et là, je sais pas si c'est le fait d'être chez lui ou si c'est, je sais pas exactement s'il a trouvé quelque chose avec le circuit, mais sa performance était incroyable parce qu'il est parti devant et littéralement ils l'ont pas revu quoi. Donc il met les poursuivants déjà à plusieurs secondes, mais je crois que le top 5 est en quasiment 20 secondes à la fin. Donc c'était vraiment super impressionnant et puis c'est très bizarre, on dirait qu'il a été galvanisé par le public mais qui n'était pas là, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas ça légitime vraiment la victoire en Autriche que je trouvais déjà très belle, donc très bien. Et puis après c'est vrai que quand tu vois la joie d'Hervé Poncharal à la fin, ça fait vraiment plaisir quoi. Ça fait toujours super plaisir évidemment de voir l'équipe de Born et Mimosa comme ça. On rappelle, ça fait 20 ans qu'ils étaient quand même en MotoGP et ils ont enfin eu leur premier succès. Donc ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, une KTM domine une course parce que Brad Binder l'avait déjà fait à Brno. Brad Binder quand il avait remporté son premier Grand Prix. Donc KTM est vraiment là maintenant et ça fait partie de ces équipes qui sont très très fortes. D'ailleurs, quand Tech 3 a décidé de rejoindre KTM l'an dernier, j'étais vraiment sceptique parce que je pensais que ça allait leur coûter très cher et puis au final coûter très cher sportivement. Et en fait, Poncharal a eu vraiment du nez et ils ont vraiment un fonctionnement très très bon avec l'équipe usine. Et on voit que du coup, ça marche bien avec la moto et avec l'exploitation de la moto, ça marche aussi bien que l'équipe usine. Donc ça fait que KTM aura vraiment 4 motos sur lesquelles compter à partir de maintenant, quoi. Ouais, c'est vraiment ça qui est chouette. On rappelle, puisque l'année prochaine, donc, Miguel Oliveira part, lui, chez KTM Factory, mais chez Tech 3, on aura Danilo Petrucci. Donc ce sera très intéressant de voir ça. Belle recrue, ouais. Miguel Oliveira, lui, il ira rejoindre Brad Binder chez l'équipe officielle. Pour KTM, c'est merveilleux ce qui se passe pour eux, puisque pour Red Bull et KTM, on a, si vous voulez, c'est un petit peu comme en 2014 quand il y avait Vettel et Ricciardo chez Red Bull en F1. C'est que c'est le même système, la même formation, la même filière, et ils arrivent à avoir 2 jeunes qu'ils ont formés, qu'ils ont couvés depuis les 125 cm3, voire même depuis Red Bull Rookies Cup pour Brad Binder. Et on les fait arriver en MotoGP dans l'équipe officielle, ça va être vachement chouette. Et puis c'est les 2 vainqueurs de Grand Prix chez KTM. On salue Paul Espargaro s'il nous écoute bien sûr, 4e de ce Grand Prix du Portugal qui a fêté. Alors, bien sûr. Moi par contre je ne le salue pas, j'ai pas envie. Paul Espargaro qui a fêté, j'imagine, la victoire de Miguel Oliveira. On s'en doute. C'est ton Benjamin Biolay à toi. C'est ça. Non, parce que je trouve Benjamin Biolay sympathique, alors que Paul Espargaro, même pas. Non, c'est le gros problème de Paul Espargaro. Je confirme, je suis d'accord. Même s'il parle lentement, Benjamin Biolay, quand même, il est sympa. C'est vrai. On en revient, voilà. Il y a toujours une critique. Paul Espargaro, c'est-à-dire que c'est quand même le gars, alors, certains diront, oui, il n'a pas la langue dans sa poche. Oui. Moi, je dis qu'il dit conneries sur conneries, mais après ça, c'est... Quand le mec se plaint d'avoir perdu une course alors que Rossi a failli se faire découper 2 minutes avant, c'est plus que ne pas avoir la langue dans sa poche. C'est vrai que c'est merveilleux. T'as Rossi, il y a 2 motos qui lui passent devant comme ça, il y a des flashbacks et tout. Il se croyait au Vietnam. 3 minutes avant, il n'en pouvait plus. Et t'as pas Espargaro qui dit, mais ils font chier, pourquoi ils mettent un drapeau rouge? La première image, t'as des motos éparpillées, t'as une airfence explosée, t'as 2 pilotes qui sont animés au sol, tu sais pas s'ils vont se relever. Et là, je dis, les gars, pourquoi un drapeau rouge? Franchement, parce que après, évidemment, je pouvais lui dire à la rigueur, il le savait pas, il était devant. Je me dis, ok. Il rentre au garage, il voit les images, il est encore dégoûté. Là, je dis, bah, te faire là, vraiment, c'était pas une bonne chose. Mais Paul Espargaro qui partira chez Repsol Honda l'an prochain, évidemment. Aux côtés de Marc Marquez, astérisque, on va voir ce qu'il adviendra de Marc Marquez avec apparemment une nouvelle opération qui devrait arriver pour le pilote espagnol.
Gros week-end aussi, Manu, je pense que tu es d'accord pour le champion du monde. Juan Mir qui déjà nous a gratifié d'une 20e place en qualif. Heureusement que le titre se jouait pas là quand même parce que ça allait être compliqué. Et puis il a abandonné en course, c'est rare évidemment de voir des abandons comme ça en MotoGP. Il était, je pense que la pression est retombée et je sais pas si c'était les exigences ou juste le fait qu'il était moins concentré mais je pense qu'il il a soufflé et du coup ça s'est senti. Ouais. Mais bon, après il n'y avait pas forcément d'enjeu. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. La seule couronne qui restait à distribuer, c'était le titre des constructeurs que Suzuki pouvait avoir. Pour faire la triple couronne pour leurs 100 ans, ça ne leur est pas revenu, puisqu'Alex Rins n'a marqué qu'un point en finissant 15e. C'est Ducati qui est devenu champion du monde des constructeurs. C'est la première fois depuis 2007 qu'ils sont champions du monde. Et ça arrive dans une année où jamais la Ducati n'a semblé aussi perdue. En tout cas, l'équipe d'usine, avec Dovizioso et Petrucci, qui ont quand même chacun gagné un Grand Prix, mais sinon, c'était pas top du tout. Mais on a encore Jack Miller qui fait deuxième chez Pramac. Et on avait aussi un beau début de Grand Prix, je crois, de Bagnaia, mais malheureusement, il a un bon début de week-end, mais Bagnaia a eu des problèmes de bras, en fait, donc il n'a pas pu terminer. Il avait quelques douleurs au bras, Francesco Bagnaia. Et beaucoup me disaient, je voyais un petit peu partout dire c'est un scandale parce que Ducati en fait a mis des visuels en ligne avec la photo des deux pilotes officiels, les deux pilotes Pramac et Johan Zarco. Et les gens disent c'est un scandale, ils rendent même pas hommage à Tito Rabat pour le titre. En même temps, Tito Rabat n'a strictement pas contribué au titre constructeur de Ducati, puisqu'en MotoGP, c'est seulement la moto la mieux classée du constructeur qui marque des points. Et autant vous dire que ça n'a jamais été le cas de Tito Rabat qui va quitter également la catégorie Rennes. Maintenant, tout comme Andrea Dovizioso et Cal Crutchlow. Ces tours, moi je sais pas ce que tu en penses, Manu, et même vous deux d'ailleurs, Greg et Damien, ça me choque toujours autant, entre guillemets, en tout cas ça me fait toujours autant rire d'avoir ces pilotes qui ont débuté leur carrière bien après Valentino Rossi et qui l'arrêtent bien avant. C'est quand même assez incroyable. Rossi c'est pire que Raikkonen en F1, c'est impressionnant ce mec. Et vous Rossi, c'est-à-dire que Rossi gagne son premier titre en catégorie Rennes l'année où Raikkonen débutant en F1, quoi. C'est vraiment pour se rendre compte de tout ça. Bon, il a commencé en catégorie en 2000, ça va, il a vite été champion du monde, Valentino Rossi, mais il est champion du monde pour la première fois en 96, en 125 cm3, donc là... Quand même, pour remettre dans le contexte, c'est l'année où en F1, Damon Hill est champion, donc t'imagines un peu le et truc, je crois qu'en 96, Raikkonen n'avait pas commencé sa carrière en monoplace. Non, pas du tout. En même temps, Rossi avait quoi? Il avait 15 ans, 16 ans, donc... Oui. Raikkonen a commencé en monoplace en 2000 d'ailleurs, juste avant de faire de la F1. Donc effectivement, non, mais mais par contre, en 96, Max Verstappen n'était pas né, si vous voulez un peu le... C'est assez terrible. Bon, le Norris c'est tout non plus, bien sûr, mais bon, Verstappen commence à avoir un peu de bouteille. Mais ça, c'est pas la naissance d'ailleurs de Gasly. Il n'en avait pas parlé là par rapport à cette histoire avec Panis là justement. Si, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Effectivement, il a le même âge que la dernière victoire française en F1 avant la sienne, l'ami Pierre Gasly. Mais donc du coup, on aura quelques petits changements en 2021. Je vais retrouver un petit peu ressortir ma petite boule de cristal qui n'en est pas une. Pour la saison 2020, la grosse tristesse que j'ai, c'est quand même de voir ce pauvre Quartararo qui finit 8ème du championnat avec 3 victoires. Et c'est super mal payé parce qu'il n'a pas fait une mauvaise saison. Alors c'est sûr que la fin de saison a été catastrophique, la gestion des pneus ça allait plus du tout, la moto était nulle part, mais c'est pas vraiment de sa faute à lui quand on voit ce que font Vignales et Rossi avec la même moto. Et c'est vrai que le voir gagner les 2 premières courses pour terminer 8ème du championnat, parce qu'il ce qui a coûté cher, c'est que tout était très serré en points. Il finit à 7 points du 3ème, donc c'est pas grand chose. Mais c'est vrai que c'est quand même très, très moche pour lui, quoi, parce qu'au final, il finit de l'anonymat, quoi. La Catalogne, c'est sa 3ème victoire cette saison. Et c'est son dernier podium à Fabio Quartararo cette année. D'ailleurs, c'est même son dernier top 5 en fait, parce qu'après derrière, sa meilleure place, c'est une 8ème position. Donc... C'est quand même assez incroyable. Et je me demande même si je dis pas de bêtises. Voilà, ce sont ses 3 seuls podiums de l'année. Oui. Là où Juan Mir les a enchaînés, Fabio Quartararo a fini 3 fois sur le podium. Après, il n'a pas été aidé évidemment par une Yamaha très poussive, mais finalement, il n'est que le 3ème des 4 pilotes Yamaha. Puisque c'est Franco Morbidelli qui termine 2ème du championnat avec sa Yamaha 2019. Je pense, franchement, lui il doit se dire l'an prochain j'ai la Yamaha 2021. Ouais. Je suis bien. J'évite la 2020. Là, il s'est très bien mis. Si Yamaha fait une bonne moto, parce que voilà, il faudra que Yamaha fasse une bonne moto effectivement, ce qui n'est pas forcément gagné. Mais Morbidelli qui fera équipe avec son mentor Valentino Rossi au sein du team Petronas, puisque Rossi et Quartararo switch d'équipe, puisque Quartararo va être dans l'équipe officielle. Donc en 2021, on commencera la saison, bon pour le moment, le 28 mars.
Donc avec le Grand Prix du Qatar en principe sur le circuit de Losail. Ensuite on ira en Argentine, à Austin pour le Grand Prix des Amériques, le Grand Prix d'Espagne à Jerez. Le Grand Prix de France ce sera le 16 mai, notez ça dans vos agendas, sur le circuit Bugatti du Mans bien sûr. Le 30 mai le Grand Prix Italie au Mugello. Moi personnellement j'attends ça parce que Mugello c'est quand même l'événement que j'attends chaque année. Et j'aimerais bien que ça revienne au calendrier, on l'a pas eu cette année. Le 6 juin le Grand Prix de Catalogne, le 20 juin le Grand Prix d'Allemagne, le 27 juin le Grand Prix d'Assen, le TT Assen, le Grand Prix des Pays-Bas. C'est mon autre mec, évidemment, et c'est la cathédrale c'est génial. de la moto. Donc vraiment, Assen, c'est à ne pas manquer. Si vous regardez 2 Grands Prix de moto sur l'année, Mugello, Assen, vous pouvez pas vous tromper, c'est toujours extraordinaire à regarder. Ne serait-ce que par les pistes qui sont absolument dingues. Le 11 juillet, le Grand Prix de Finlande, qui est un petit peu le Grand Prix du Vietnam de la moto, puisque eux aussi devaient débuter cette année avec leur premier Grand Prix sur le Kimi Ring, qui n'a rien à voir avec Kimi Raikkonen. Mais a priori, quand même, ça pourrait avoir lieu, le Grand Prix de Finlande, alors que le Grand Prix du Vietnam, c'est pas certain. Hein. En fait, le problème, c'est que ça aurait pu avoir lieu cette année, mais comme ils n'ont pas pu faire d'essai avant le Grand Prix dessus sur le même circuit, ils ont préféré ne pas le faire de Grand Prix. Donc il faudra voir s'ils arriveront à faire des tests plus poussés que ceux qu'ils avaient déjà fait. Le 11e Grand Prix de la saison sera un Grand Prix TBD. Sympa toujours les Grands Prix TBD. Donc on ne sait pas encore où. Le 15 août, on aura le Grand Prix d'Autriche. Le 29 août, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Le 12 septembre, le Grand Prix d'Aragon en Aragon. Le 19 septembre, le Grand Prix de Saint-Marin et de la Riviera des Rimini. Bien sûr, sur le circuit de Misano. C'est voilà, si vous voulez totalement le total, là, c'est le Grand Prix de Saint-Marin et de la Riviera di Rimini sur le Misano World Circuit de Marco Simoncelli. Voilà, donc c'est bien à dire, toujours très pratique. Le 3 octobre, le Grand Prix du Japon à Motegi, le 10 octobre, le Grand Prix de Thaïlande. C'est à peu près là que Marc Marquez est champion s'il n'est pas blessé de l'année. Le 24 octobre, le Grand Prix d'Australie à Phillip Island. Si vous avez 3 Grands Prix à regarder, regardez aussi Phillip Island. Le 31 octobre, le Grand Prix de Malaisie. Et le 14 novembre, le Grand Prix de la Communauté Valencienne. 20 Grands Prix pour l'instant au calendrier, avec un Grand Prix encore annoncé, mais il y a 3 Grands Prix de réserve actuellement, à savoir le Portugal à Portimao, le Grand Prix d'Indonésie sur un circuit en ville. Moi non plus, le concept d'avoir un Grand Prix MotoGP en ville, j'ai pas, mais bon, c'est ce qu'ils promettent. Le Grand Prix de Russie au Igora Drive. Il n'y avait pas des Grands Prix de moto à Macao à une époque? Alors, il y a toujours des courses de moto au Grand Prix de Macao. Le problème, c'est qu'il y a à peu près un mort tous les 2 ans. Voilà, c'est pas l'île de Man, mais pas loin, quoi. C'est un petit peu. Ouais. Voilà. Mais faire ça en MotoGP, je trouve ça audacieux. Mais bon, apparemment, c'est pas encore tout à fait parti pour que ça ait lieu. Au niveau donc des engagés, donc on aura chez Aprilia Lorenzo Savadori qui va faire qui devrait donc faire sa première saison complète aux côtés d'Aleix Espargaro, puisque Andrea Iannone a été banni 4 ans. Chez Ducati, donc on aura Jack Miller et Francesco Bagnaia. Vous prenez les pilotes Pramac cette année et vous les mettez en rouge, c'est l'équipe Ducati officielle l'an prochain. Chez Pramac, on aura Johan Zarco, le pilote français, donc du coup qui fera équipe avec Jorge Martin, le pilote de Moto 2 espagnol qui va monter en MotoGP. Chez Esponsorama Racing, ex-Avintia, ce sera Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi. Il va rouler avec son demi-frère quand même, Valentino Rossi. Hein. C'était pas gagné cette affaire. Et Enea Bastianini qui a été champion du monde Moto 2 ce week-end. C'est les 2 premiers du championnat Moto 2. Hein. Il va rouler avec son fils un jour peut-être. Parti comme c'est parti. Va falloir qu'il s'active et qu'il fasse un fils. Déjà, Valentino Rossi, c'est déjà un bon début. Oui, mais ça c'est qu'un détail, on va dire. De toute façon, dans 15 ans, il sera encore là. Donc... Voilà, il suffit qu'il ait c'est ça. Une petite vingtaine d'années, c'est facile. Quoique non, parce que la limite d'âge est de 50 ans en MotoGP. Il peut plus rouler beaucoup, en fait, Valentino Rossi. Avant. Mais bon, s'il suffit de faire une dérogation. Voilà, s'il suffit de faire une dérogation pour Valentino Rossi, c'est gagné. Hein. Pour fêter les... Bon, il fait 2-3 épurations à la Berlusconi. Il y a une vraie limite. Son compatriote, c'est bon. Alors oui, Damien, il y a des limites d'âge officielles. Damien, il y a des limites d'âge sur tous les championnats, en fait. Sur tous les championnats Moto 3, Moto 2, Moto GP, je vais dire Moto 1. Mais par exemple, en Moto 3, en Moto 3, tu ne peux plus rouler en Moto 3 si tu as plus de 28 ans. Il devrait faire ça en F2. Bah ouais, c'est ce que je me dis. Mais que ferait Luca Giotto, du coup? Parce que par exemple, vous avez que lui. Hein. Vous avez l'Écossais John McPhee qui rempile pour une année en Moto 3, mais c'est sa dernière. En gros, s'il est nul, il faut qu'il trouve du Moto 2, sinon il ira pas au-delà. Je crois qu'en Moto 2, il doit y avoir une limite qui doit être pareille, mais ça doit être genre 35 ans, quoi, parce que voilà, le Moto 2 c'est un peu plus proche. Et en Moto GP, tu ne peux pas piloter si tu as plus de 50 ans. Voilà, tu as 50 ans, mais encore une fois, voilà, s'il faut fêter les 20 ans sans titre de Valentino Rossi ou quoi que ce soit, on pourra faire une petite dérogation sans aucun problème. Bien sûr, bonsoir, un petit coucou à notre cher ami Mikey McFly qui nous dit un petit coucou rapide.
Mais du coup, donc ça, ce sera pour les pilotes chez Avintia. Chez Repsol Honda, on aura Paul Espargaro et Marc Marquez s'il revient, bien sûr. C'est l'âge ou le goût qui compte, nous dit le point J. Ça, je ne sais pas encore. Mais je crois que si tu vends des casquettes et des fanions et tout ça, ça peut marcher. Tu peux avoir une petite dérogation. Chez LCR Honda, ce sera donc Takaki Nakagami et Alex Marquez. Nakagami, on lui souhaite vraiment de moins tomber parce que je crois qu'il aura la moto 2021 d'ailleurs chez Honda l'an prochain. En tout cas, Alex Marquez en aura une, ça c'est sûr. Chez Red Bull, comme je vous le disais, on aura Binder et Oliveira chez KTM officiel et Petrucci, les Kona chez Tech 3. Ça va être intéressant pour Petrucci, même s'il ne pourra pas compter sur Guy Coulon qui va prendre sa retraite en tant que chef mécano, mais il part sur une victoire, c'est quand même plutôt pas mal. Le magicien Tech 3 qui était là depuis les débuts de l'équipe de Borben Mimosa, c'est lui aussi qui était là pour le titre mondial d'Olivier Jacques en 2000. On a également chez Suzuki, évidemment Juan Mir, Alex Rins, le champion du monde reste. On l'indique avec le 36, moi ça me désole toujours, mais donc il n'est pas parti pour utiliser le numéro 1. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu le numéro 1 en MotoGP. Et puis chez Yamaha, donc évidemment Vignales Quartararo dans l'équipe officielle et Morbidelli et Rossi dans l'équipe satellite. On a tous les pilotes, c'est quand même assez incroyable, mais voilà, tout est réglé. Normalement on devait avoir des essais dès cette semaine évidemment, mais Covid oblige, ça a changé. Bien sûr. Alors, si dans le quiz tu parles des pilotes de MotoGP, c'est bon. Voilà, là maintenant, il est au taquet. Mais j'ai la liste, tu vas me donner la liste des pilotes MotoGP 2004. C'est parti. Allez, alors. 2004. Valentino Rossi. Non, c'est pas là. Valentino Rossi. Et je sais que c'est bon. Oui, voilà. Et merci Rolly Brefa pour le habit qui est tombé dans ce chat. Cette tradition qui perdure bien sûr. Avec ça, je peux payer quand même avec 1 centime. Qu'est-ce que je peux m'acheter? Je ne sais pas, mais je peux en faire des choses. Un 20e de boîte d'allumettes. C'est pas mal, mesdames et messieurs. En tout cas, voilà ce qu'on a envie de vous dire sur le MotoGP qui a fait rideau. Mais on en parlera encore aussi un petit peu, bien sûr, pendant l'intersaison. On reviendra sur quelques moments forts aussi. Des Grands Prix moto. J'ai peut-être envie de temps en temps aussi de relancer des lives qu'on a fait notamment avec Damien. Où on regardait des anciennes courses. C'était assez sympathique à refaire. Ah oui. Vous avez beaucoup aimé. Pas mal ça. Et je pense que l'intersaison va bien s'y prêter. Pour qu'on fasse peut-être même des fois à la place des Racing Café, voilà, on fait une espèce de Racing Café avec vous, mais on regarde un ancien Grand Prix de F1, un ancien Grand Prix de moto, des anciennes choses, une ancienne course d'IndyCar où ça passait sur des rails de chemin de fer, voilà, des trucs un petit peu sympas, bien sûr. On pourra faire ça avec grand plaisir. Bien entendu, si ça vous plaît dans le chat, n'hésitez pas à balancer évidemment dans le chat si ça vous plaît. J'espère en tout cas, évidemment. On va faire un petit tour du côté des news. Maintenant, les petites nouvelles qu'on a pu vous glaner ça et là. Et sachez que, à Abu Dhabi, nous aurons bien les essais libres avec donc les pneus 2021. Les équipes pourront donc tester les pneus 2021 lors des essais libres. Il avait déjà fait à Portimao, si je dis pas de bêtises. Sauf que là, c'est tous les mêmes pour tout le monde, alors qu'à Portimao, il y avait plein de il y a plein de specs différentes. Personne ne savait qu'il y avait quoi. Exactement. Mais là, tout le monde aura la même. Voilà, sur les specs en principe définitive, si tout se passe bien à Abu Dhabi, si toutes les équipes trouvent que c'est bon, sur ce concept-là, et à Bahreïn aussi, mais alors, évidemment, vous vous en doutez, ça reste de la Formule 1, donc attendez-vous à avoir des communiqués de presse disant « Mais c'est un scandale, ces pneus sont incroyablement mauvais », enfin voilà, c'est comme d'habitude, je vous rappelle que c'est pour ça qu'on roule avec les pneus 2019 cette année. Totalement, voilà, bon, c'est un petit peu pour ça. Dans les news de DYVM, Steiner est amoureux de Romain Grosjean, Ça s'est senti dans les propos qu'on a eu de la part de Gunther Steiner, qui a globalement dit que Grosjean était difficile à manager et à gérer. J'ai envie de dire, je veux pas être méchant parce que je l'aime bien en soi, mais j'ai l'impression plutôt que peu importe les pilotes, voilà, peu importe les pilotes, je trouve que Gunther Steiner trouvera que ce sera difficile à gérer, parce que je pense. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Grosjean en réponse. Il a dit de toute façon, moi j'ai eu des moments dans la carrière où j'étais bien géré et ça posait de problème à personne. Donc, il a renvoyé la balle un petit peu en disant. C'est en train de finir de manière excellente. Moi, je trouve que quand t'as vu Australie et Bahreïn 2016 où c'était, mais alors, this is a win for us, ça chialait en tous les coins. Voir comment ça se termine cette histoire entre Grosjean et As, ça me chagrine un peu personnellement. Je me dis quand même que c'est pas top, mais bon, on ne peut pas. C'était latent, ça fait. C'est dommage parce que jusqu'en 2018, c'était vraiment, enfin même si 2018 Grosjean n'est pas forcément au niveau, mais l'équipe avait une vraie bonne dynamique et ils finissent 5e du championnat, ils sont pas loin de prendre la 4e place. Enfin, c'était vraiment, il y avait un vrai succès. Mais aussi parce que les Ferrari étaient meilleurs, donc forcément, c'est des pièces qu'ils avaient été meilleures. Et à partir du moment où Ferrari a commencé à avoir des problèmes, ça s'est amplifié énormément du côté de Haas, puisque en 2019, ils ont une base de Ferrari 2018, mais avec un règlement 2019, donc moins d'appui sur les ailerons et tout ça. Et à partir de là, ils n'ont jamais réussi à s'en remettre, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que
il y avait du potentiel quand même si ils ont été beaucoup Et critiqués. puis pas l'écouter pour le développement de la voiture en cours d'année, ça Ça a été n'importe C'est quoi. criminel, ça, parce que c'est que tu fais pas confiance à ton pilote. Quoi. Ouais. Romain Grosjean, Il y s'il y a a bien un problème truc, de management. s'il y a bien un truc dans le paddock quand même pour lequel il est reconnu, c'est pour son retour technique et pour sa manière d'analyser justement, parce qu'on a beaucoup Clairement. critiqué évidemment Romain Grosjean par les actions en piste, mais il faut bien se dire que s'il est resté 10 ans en Formule 1, c'est aussi parce que dans les coulisses, il apportait énormément de belles choses, et c'est grâce à lui que Lotus pouvait aussi de temps en temps tirer son épingle du jeu et faire des belles perfs. Donc voilà, hein, c'est clairement... Et on nous dit, j'ai hâte de voir l'après-Grand Prix d'Abu Dhabi sur Canal+, Grosjean enfin pouvoir dire ce qu'il veut. Et il le dit depuis qu'il a annoncé qu'il était plus là, de toute façon. Oui, Vraiment, là, ça fait plaisir. Hein. Enfin, après, attention, il y a quand même un point sur lequel Steiner, c'est difficile de lui donner tort aussi, c'est qu'il t'explique quand même que Romain Grosjean n'est pas connu pour être le pilote le plus régulier du monde non plus. Hein. Ah, Même non, quand bien il sûr. avait une bonne bagnole, il était quand même capable de faire des tours, alors peut-être pas de qualité Hamilton, mais quand même de qualité très élevée. Et puis le tour suivant, de rouler pire que certains des pires qu'on a pu avoir ces dernières années. Bien sûr. Mais après, Mais au-delà de la régularité sur les tours, c'est surtout la régularité sur les courses. bah oui. Oui, Où finalement, il était capable du meilleur comme du pire d'un week-end à l'autre. Et ça, c'est vrai qu'on peut pas le nier. Mais c'est d'ailleurs ce qu'a dit Steiner, parce qu'il dit que Grosjean est aussi un atout pour l'équipe, un vrai bon atout pour l'équipe. Et c'est vrai que il y a une différence quand tu vois le Grosjean de l'enchaînement Bakou, enfin c'était pas un enchaînement, mais de Bakou de l'Espagne 2018, et puis quand tu vois le Grosjean de l'Autriche 2018 quelques semaines après où il finit 4ème, tu te dis c'est pas le même pilote. Et pourtant, il y a que 2 semaines d'écart, quoi. Effectivement, Romain Grosjean, on ne sait pas encore effectivement où il pourrait aller, peut-être un petit peu d'IndyCar, parce que justement, un peu d'IndyCar, on verra, mais parce que Kevin Magnussen, son équipier, lui, devrait signer, il est en partance en tout cas pour l'IMSA, le championnat d'endurance nord-américain, donc rien à voir avec les 24 heures du Mans, mais puisque le Chip Ganassi Racing en fait va reprendre l'IMSA et reprend je crois que ça va être avec une Cadillac, hein, si c'est bien ça, comme on le disait la semaine dernière. Ils vont rouler avec une Cadillac dans ce championnat-là, et Kevin Magnussen devrait se retrouver dans cette voiture-là. Je pense que c'est pas un mauvais choix. Ça lui permet d'avoir une passerelle IndyCar toute trouvée. Bon, ils sont surchargés en IndyCar. Hein. Tout va bien. D'ailleurs, son papa avait roulé en IMSA. Ouais, il y a Magnussen. et puis Yann Magnussen. Sur Corvette jusqu'en 2019. Voilà, Yann Magnussen a été le pilote Corvette Racing par excellence. Tu disais Corvette, t'imaginais Yann Magnussen dans la Corvette tout le temps, avec plusieurs victoires aux 24 heures du Mans, les 24 heures de Daytona aussi, avec AGVM, comme il nous dit dans le chat, bien sûr. Il participera du coup s'il signe là-bas aux 24 heures de Daytona. Mais pour l'IndyCar, c'est compliqué pour Magnussen parce qu'ils ont Scott Dixon qui ne bougera pas avant 2027 à peu près. Hein, je pense que là. Comme Rossi à peu près. Voilà, c'est bien. Mais sauf que lui, en 2027, il sera de non-nuple champion du monde au moins. Enfin, champion du monde, tu vois, c'est un peu la différence. Alors que Rossi sera aussi non-nuple champion du monde, mais c'est le cas depuis 2009. C'est un petit peu triste déjà. Mais bon, il y a Dixon, il y a Alex Palou. Il y a Alex Palou dans la 10. Alors, ça peut être pas mal, merci à WT85 pour le follow. Ça peut être pas mal parce qu'Alex Palou, si jamais il n'est pas bon en 2021, il pourrait être viré comme l'a été Ed Jones. Donc là, Magnussen aura peut-être un volant. Et puis, ils ont Marcus Ericsson qui lui vient avec un sponsor. Il n'y a pas question pas question d'avoir quelque chose. Et puis, ils ont surtout maintenant donc Jimmy Johnson dans la 48. Ça, c'est. Moi, je trouve que l'histoire est folle. Ils vont avoir quand même dans la numéro 48 Jimmy Johnson sur les circuits routiers, septuple champion de NASCAR. Et sur les ovales, Tony Kanaan, qui à l'âge de 87 ans, donc continuer. Tony Kanaan, c'est quand même extraordinaire, c'est que donc 2020 était sa tournée d'adieu. Mais en fait, c'est Charles Aznavour. Puisqu'il prolongea avec une tournée d'adieu 2021 qui sera suivie. Il va essayer d'en faire une avec du public surtout. Qui sera suivie d'une tournée d'adieu 2022 parce qu'il a signé pour 2 ans déjà. La question c'est est-ce qu'il se fait dessus dans le baquet ou pas? Ça, c'est peut-être déjà arrivé. Tu demandes au pilote une course rembourrée, tu vois, c'est parfait. Mais franchement, le gars, il va nous faire 2 saisons après sa tournée d'adieu. Moi, je ne sais plus, c'est le Marc Martin de IndyCar, c'est assez extraordinaire. Marc Martin, on rappelle, hein, il a annoncé sa retraite en 2006, il a failli gagner le titre en 2009, et il a fait sa dernière course en 2013-2014 en NASCAR à peu près, hein, à l'âge de 55 ans, tranquillement, hein, vraiment dans le plus grand des calmes. Mais donc voilà, il y aura Jimmy Johnson. Pas de limite d'âge. Et à eux deux quand même, si tu prends tous les titres en IndyCar et en NASCAR de ces deux pilotes, tu vas quand même avoir 8 titres dans la même voiture, et ça, c'est quand même pas mal. Il y en a un qu'on a 7, certes, mais Tony Kanaan avait été champion IndyCar en 2004, bien sûr. Et surtout, du coup ça fait 8 et 6, ça fait 14 titres chez Ganassi, oui. qui sont, puisqu'il y a Dixon aussi, donc Dixon, ça fait vraiment un line-up impressionnant. Quand même. Après, je sais pas ce que va donner Johnson, mais c'est vrai que... Tout ça pour qu'il y ait la victoire de Newgarden à la fin de saison, c'est quand même dommage. Alors, il a dit, j'ai plutôt vu, on a vu les temps des essais, il commence à s'adapter, hein, Johnson. Il est à la ramasse, c'est normal, il découvre l'IndyCar, c'est tout à fait logique.
Mais il se rapproche, hein. Il était apparemment à 1 seconde de l'avant-dernier aux derniers essais. 1 seconde de l'avant-dernier sur le course IndyCar, t'as 2 secondes du meilleur. Hein. Donc, Ouais, c'est ça. moi je trouve que c'est tout à fait honnête. Et s'il continue de progresser en fin de saison, il pourrait. Et puis Johnson, de toute façon, c'est un gros bosseur et je pense qu'il va passer l'hiver dans le simulateur. Donc, à mon avis, il sera pas à 1 seconde de l'avant-dernier en arrivant à Saint-Pete. Intéressant de voir aussi ce que fera Scott McLaughlin, évidemment, la nouvelle recrue de chez Penske, la nouvelle coqueluche de Roger Penske. Sergio Perez aussi, tiens, qui nous a dit en conférence de presse que eh bien, si c'est pas Red Bull, ciao tout le monde, et ce sera année sabbatique. Alors, année sabbatique à la Mika Hakkinen ou pas, ça je ne sais pas. Mais il a même dit que si jamais l'année sabbatique pourrait se transformer en retraite définitive, s'il voyait que finalement ça lui plaisait bien de plus courir. Quoi. Ouais, et on voit, il a l'air assez serein. Hein. On voit Sergio Perez pilote de F1, vraiment. C'est-à-dire que voilà, la F1, c'est tout ce qui l'intéresse, et je trouve que c'est assez noble de sa part aussi. Donc on verra bien sûr, pour l'instant, voilà, les discussions continuent, on verra ce que ça donnera. Ça se joue évidemment entre lui et Albon maintenant, parce que Nico Hülkenberg a dit lui-même, il n'a pas trop de nouvelles, et c'est rarement pas de nouvelles, bonnes nouvelles. En sport mécanique, en général, il vous faut quand même avoir des nouvelles. Et puis ce week-end, on aura Robert Kubica aussi qui fera les essais libres 1 chez Alfa Romeo à la place de Kimi Raikkonen. Donc on verra évidemment ce que ça donnera pour le pilote polonais. Toujours très sympa, pilote polonais. Alors, il a fait podium en DTM, il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus si c'était podium victoire, mais c'est podium, il me semble. Il a terminé sur le podium lors du dimanche de DTM. Il a d'ailleurs dit qu'il allait peut-être pas reprendre son rôle de réserviste l'an prochain. Alors je sais pas comment ça va se jouer avec son sponsor, qui est le sponsor principal d'Alpha, enfin après Alpha. Mais il a dit que le rythme avec 23 courses plus le DTM, il avait peur que ce soit un peu trop, sachant que là déjà 17 courses plus le DTM, c'était bien violent. Merci YVM, effectivement, il va donner un coup de main à Alpha. Voilà. Faites-les, allez-y. Voilà. Moi, je vais vous lancer. On va tous aller en enfer. Voilà. Je vais vous lancer la chronique historique, et puis vous en profiter. J'espère que ça va vous plaire. Hein. Petite chronique historique. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde des sports mécaniques? Bon, Damien se frotte les mains. Ils n'auront pas le son, mais voilà, ils verront déjà visuellement ce que ça donne. Mais on leur passerait la version avec le son. De toute façon, vous pourrez retrouver ça sur mes réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine du 20 au 26 novembre dans l'histoire de la Formule 1 et les sports mécaniques? Je vous dis ça. Tout de suite, c'est parti. Mais que s'est-il donc passé dans l'histoire des sports mécaniques entre le 21 et le 26 novembre? Le 21 novembre 1943 naissait Jacques Laffite, victorieux de 6 Grands Prix de Formule 1. Bon, pour ma génération, il est plutôt connu pour ça. Et il passe, et se touche, et il s'accroche, et vous merde. Bon, à part ses commentaires, dirons-nous, fleuris, Jacques Laffite c'était surtout un excellent pilote qui a joué le titre mondial en 1981 sur sa Ligier. Et Jacques Laffite, 176 Grands Prix. Oui, on s'en fout, mais c'est vrai. Mais non, Jacques, on ne s'en fout pas du tout, alors bon anniversaire en retard. Le 23 novembre 2014, un certain Lewis Hamilton est devenu champion du monde de Formule 1 pour la 2e fois de sa carrière en remportant le Grand Prix d'Abu Dhabi. Lewis Hamilton, je sais pas trop ce qu'il est devenu, mais si jamais vous le savez, dites-le moi. Et presque un an avant, c'est-à-dire le 24 novembre 2013, eh bien c'était le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 avec une victoire de Sébastien Vettel, la 9e consécutive, mais surtout les adieux de Mark Webber qui nous a gratifié un tour d'honneur plutôt spécial. On reste au Brésil le 25 novembre 2012 avec le Grand Prix qui a permis à Sébastien Vettel de remporter son 3e titre de champion du monde de Formule 1 et à Fernando Alonso de se perdre dans ses pensées quelques instants. Et enfin, le 26 novembre 1953 est née Desiree Wilson, l'une des dernières femmes à avoir tenté de se qualifier pour un Grand Prix de Formule 1. C'était en Grande-Bretagne en 1980, alors bon anniversaire Desiree. Voilà, j'active le bon micro, ça marchera mieux. Voilà. Continue, les chers amis. Voilà donc ce qui s'est passé dans la semaine du 20 au 26 novembre. J'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est une petite manière d'avoir une petite chronique sympathique, de changer un petit peu. Pour une fois, vous entendez ma voix et pas ma voix, donc c'est sympa. Ça change, c'est plutôt différent. J'espère que ça vous plaît. On essaiera de faire ça toutes les semaines, bien sûr. Ça va être dur, hein, fin décembre, début janvier, ça va commencer à être compliqué, mais on va s'arranger, bien entendu. D'ailleurs, je vous le dis déjà, hein, bien sûr, histoire d'avoir les petits calendriers, le dernier Racing Café de l'année, ce sera le 17 décembre. Voilà, je suis déjà tout triste de vous le dire, mais il nous reste moins d'un mois de Racing Café. Voilà, je suis... C'est triste. Je suis triste. Et le point J nous dit qu'il s'est passé aussi que Lance Stroll caresse toujours son pneu. Son pneu qu'il a gagné en guise de... Tu appelles ça comme ça, toi? Mais on avait dit aussi, attends, c'était quoi? Ah oui, et news aussi. Une métaphore. Lewis Hamilton qui ne connaît pas, ou plus, ou peu, Franz Tost. Moment extraordinaire de conférence de presse, on lui parle de Franz Tost qui veut un salary cap. Sérieux? Et Hamilton qui demande quoi? Et ils disent, Franz Tost a dit ça. Qui?
Et silence gêné de... Est-ce que vous l'imaginez comme Chevalier Las Palais? Toast? Toyayas. Ah, tartine grillée. Quand tu disais qu'il était pisse, Hamilton, il est tellement pisse que le mec, il sait même plus avec qui il est. Non mais incroyable. non mais je te jure, t'as le silence total où t'as je crois que attends, c'est qui? C'est celui qui fait les podcasts de la F1 qui fait aussi les conférences de presse là. Tom Clarkson. Tom Clarkson. Will Ouais. Buxton. Et où t'as Tom Clarkson, il dit rien et il dit Franz Tost, le patron d'AlphaTauri quoi. Et là Hamilton qui nous sort en acteur sur oui Tost, oui j'avais compris. Oui bah écoutez, et puis, mais il sait même pas qui est dans le... Ça aurait été Simon Roberts. C'est fou, hein. Ça aurait été Simon Roberts que personne D'ailleurs, ne c'est connaît. qui Franz Toast? Il est très discret ce monsieur. France Toast, c'est une marque, Très discret. c'est une marque de pain. C'est Franz Toast. Tu vas chez Franprix pour la fin de l'année, tu veux prendre des Franz Toast. Il y a Franz Tonnerre et Franz Toast. Putain. Oh merde. Rendez-vous compte que c'est de pire en pire un niveau humour de merde hein, sur ce live. Est-ce que Je Juliette, suis très fatigué. tu peux nous faire un article sur nous dans le spot du RIA? Est-ce que ça peut passer? Parce que Oh bordel. je pense que niveau humour, on est là, hein, ça décale, tu vois, c'est le curseur, il est là, il est très très bien mis. Et non, on ne fera pas des points sur le Trophée Andros. Moi, depuis que Jean-Philippe Dérault n'est plus là pour nous faire 47 titres avec la Dacia, ça ne m'intéresse plus. Je suis vraiment désolé. Allez, maintenant, moment que vous attendez tous, on lui dit, allez, je vais même vous Ma lancer. défaite. Vous avez utilisé vos points de chaîne, les points serrades que vous pouvez glaner, Voilà. mais je vais vous lancer le petit sondage. Est-ce que, voilà, je lance le sondage. Est-ce que pour vous, ça va être, non, c'est pas un sondage, c'est une prédiction. Vous allez devoir me faire une prédiction. Commençons la prédiction. Est-ce que Greg va gagner ce soir? Réponse 1, oui. Réponse 2, Non à non. 99,99%. Vous avez 1 minute pour parier. Vous pariez des points serrades et vous pouvez en bordel. gagner si vous avez la bonne prédiction. Moi, je suis pas sûr. Début des prédictions, comment qu'on fait? Comment Début ça des marche prédictions, tu cliques là-haut dans le chat et on va te dire que tu peux remporter des points de chaîne et tu mets ta petite prédiction. Oui ou non, Greg Ouais, va-t-il gagner ce soir le quiz? Je clique dessus et il n'y a rien qui se Non, passe. mais c'est maintenant ça va le mettre maintenant. Voilà, t'as prédire. Ah, T'as prédire. d'accord. Vous pouvez le mettre dans le chat, les amis. Si vous êtes sur mobile, vous avez un petit bouton point de chaîne et donc vous pouvez gagner des points de chaîne. Voilà, ça ne sert pas à grand chose en soi, mais c'est toujours très sympathique, bien sûr, de faire des petits paris comme ça entre nous. Mais du coup. Mais je peux pas, mais c'est quoi cette merde? Non, pardon. Ah, c'est bon, voilà. Voilà, vas-y, hein, n'hésite pas, hein, fais le SAV Twitch tout de suite. Hein, ça... Non. Ah, ça fait 6 fois que je clique sur non. Alors, du coup, on va revenir. Donc, on va parler comme d'habitude du Grand Prix de Bahreïn. Alors, promis, la semaine prochaine, par contre, je vous fais un vrai quiz. Il y aura des questions, il faudra répondre à des questions et tout, ça va être merveilleux. Hein. Vous allez voir, ça va être quelque chose. Hein. Mais du coup, on est en 2004, on est à Bahreïn, tranquillement, on est au Grand Prix de Bahreïn. Qui a participé au premier Grand Prix de Bahreïn de l'histoire de la Formule 1? Allez, je vais même commencer par Greg, comme ça je suis vraiment gentil. Vas-y Greg! Barrichello. Oui, bravo, Rubens Barrichello qui termine deuxième, merveilleux. Damien. Schumacher. Michael. Merci. Donc Michael Schumacher, effectivement, qui a gagné les Grands Prix. Mick Schumacher. Non, tu es éliminé. Yes. Manu. Eh bien, Ralph Schumacher. Bah oui, du coup, Ralph Schumacher, 4ème avec la Williams en qualif, mais en course, il finit 7ème, Ralph Schumacher. Greg. Ferdinand Alonso. Eh oui, 6ème Alonso, Ferdinand. qui s'est retrouvé bloqué à une Jaguar à un moment, c'est terrible. Enfin, Fernandel. Damien. Monsieur Mâchoire, David Coulthard. Monsieur Mâchoire. La mâchoire la plus carrée de la Formule 1, David Coulthard. On se demande toujours comment est-ce qu'il faisait pour mettre un casque. Manu. Eh bien, Montoya. Eh oui, Juan Pablo Montoya, évidemment l'équipé de Ralph Schumacher. Juan Pablo Montoya qui avait terminé où Ils avaient les 13e. voitures avec l'aileron là, morse là. Ouais, donc, exactement. paf, là. Greg. Felipe Massa. Oui, 12ème sur sa Sauber, Felipe Massa. Damien. Trulli. Oui, Arnaud Trulli, évidemment, avec l'autre Renault, et il finit 4ème, hein. Pas mal, Arnaud Trulli. Manu. Button. Jenson Button qui termine 3ème, son 2e podium en Formule 1, Jenson Button. Ah oui. Je l'ai fait à l'aide au secours. Tac, le dernier podium, enfin le 2e podium en F1, pardon, de Jenson Button. Cette année-là. Greg. À tout hasard, un petit Weber. Eh oui, Mark Webber Il prend moyen. sur la Jaguar. Mark Webber 8ème.
avec les Jaguars Cosworth. Vous avez fait 10 pilotes sur les 20. Bravo. Il en reste 10. Damien. Aïe. Takuma Sato. Qui se caresse sa chevelure, c'était merveilleux. Takuma Sato, oui, Takuma Sato, effectivement. Qui fait 5ème. Manu. Olivier Panis. Olivier Panis, 9ème sur la Toyota. Oh punaise. Ah oui. Eh oui, Olivier Panis. J'ai eu un doute si c'était pas 2003 la dernière année. Mais... Eh non, c'est 2004, c'est dans la Formule 1. Greg. Il y avait qui Sans conviction, physique est là. Bah oui, Physique est là avec la deuxième Sauber. 11ème, Giancarlo. Physique est là. Damien. On a qui les automatismes, hein, ce quiz. Ah ouais. Par contre, C'est là, je suis impressionnant. emmerdé. Hein. Là, je suis emmerdé. Vous Là. avez 13 sur 20 déjà, c'est pas mal du tout. Hein. Le 1004. Je veux perdre. Christian Klein. Débrouille-toi, mon gars. Christian Klein. Et oui, Christian Klein avec l'autre Jaguar et cette superbe phrase de Franck Montagny à je ne sais plus quel Grand Prix. Vous savez, Franck Montagny qui aimait bien mettre des anglicismes dans ses phrases, qui nous sort Christian Klein qui a fait un très bon start. C'est merveilleux. Le mot qu'il faut dire en anglais, il ne le dit pas. Enfin, c'est merveilleux. C'était extraordinaire, vraiment. Il y avait tout ce qu'il fallait. Peut-être qu'il avait Kevin trop... Klein, non il avait peut-être trop regardé l'instinct avec Gérard Klein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous sortait du Christian Klein. En veux-tu, en voilà. Manu. Cristiano D'Amata. Ouais, il est l'équipier d'Olivier Panis, effectivement, l'ancien champion de kart. C'est vous dire. Enfin, pas de karting, hein, de kart, le championnat américain. IndyCar. Ouais. Voilà. Greg. Je commence à sécher. Il en reste 5, ça va, c'est large. On peut placer un petit Heidfeld peut-être, je sais Ben pas. oui, ben oui, Heidfeld chez Jordan, bien sûr. Nick Heidfeld, oh là là, mais est-ce qu'il va gagner? Incroyable. Non, non, je vais pas gagner, non. Juliette Kivlich Là, ça avec fait peut-être 4 ou 5 fois que je suis au hasard. Juliette Kivlich avec testé cette merveille, bah oui, je suis un petit peu trop prévisible. Damien. On a dit Kimi Raikkonen. Bah non, c'est-à-dire que moi je l'attends Putain. depuis tout à l'heure, mais Putain, je l'avais. Ah, en plus. bordel. c'est-à-dire que c'est un pilote qui est encore actuellement en activité. Kimi Raikkonen, qui a abandonné en flambant son moteur. Manu. J'ai le droit à combien de temps de réflexion? 25 minutes si tu veux. Non, il reste. Ah, merci. Il reste, Je crois que j'en ai encore un. Je crois il que j'en ai reste encore 30 un. secondes d'émission, tu te. J'ai un doute. Moi, je suis assez. J'en ai un, donc peut-être même deux d'ailleurs. Je vais dire Pantano. Giorgio Pantano sur la deuxième Jordan, effectivement. Putain, j'ai cru que j'ai hésité avec Glock. Qui a réussi à être champion GP2 après. Ça, c'était quand même très fort. C'est vrai. Greg. Vous pouvez mettre chez vous du. Là, je suis en survie depuis tout à l'heure. Vous pouvez mettre Sound of Silence de Simon et Garfunkel, hein, vraiment. Il en reste combien d'ailleurs des pilotes? On a Au cité 4 combien? normalement là. Il en reste 2. Bah, c'est les deux Minardi qui restent. Donc Voilà. je crois que j'ai les deux. Moi j'en ai au moins un. Ouais. Et comme je suis avant toi, je pense qu'on a le même, mais après le deuxième, j'ai un doute. Mais si c'est Minardi, j'allais lâcher un Villeneuve, mais ça peut pas être le cas, donc non. vas-y, je fail. Eh oui, malheureusement. Ah là là, coup dur. Ah là 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 là. Il y avait raison dans le sondage. C'était 50-50. 50-50 vous êtes- entre les deux. Vous êtes trop aimable, merci Et beaucoup. malheureusement, Greg n'a pas gagné. Ah là là, coup dur. Bravo Non. aux personnes qui Mais remportent donc. belle perf quand même. Bah ouais, il y a les loin. Ah oui, 18 pilotes. Comme j'ai dit, on a quelques automatismes. Voilà, hein, ça parce active qu'on en les a choses. parlé de 2004 tout à l'heure. donc, bon. Damien. C'est 2000 hardy. Damien. Zolt Baumgartner. Eh bah oui. Oh putain. Et Manu. Et 25 non, minutes toujours ou... Non. Je crois que j'ai le dernier, j'ai un doute entre deux pilotes. Moi si j'ai un doute entre deux pilotes. Ouais. Il m'en faut une réponse. Maintenant. C'était Bruni. Oui, oui, c'est Oh. Oh là 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 là. J'ai hésité avec Albers en plus. Mais Albers c'était l'année suivante je crois. Ouais. Alors, puisque c'est comme ça, Et moi j'avais Patrick Friesarer dans la en C'est en tête. je sais pas 2005, pourquoi. ouais. C'est l'année dernière. alors puisque c'est comme ça, parce qu'il faut vous départager. Question de rapidité. Qui a gagné le Grand Prix de Bahreïn 2011? 2011. Vettel. Ah bah oui, certainement, oui. Il n'a pas eu lieu le Grand Prix de Bahreïn 2011. Ah, Je putain, suis mais oui. désolé. C'était Le piège. le piège gouvernement de total Bahreïn a féroce. gagné. C'est le gouvernement qui a gagné cette année-là. C'était pas Bernie. Non, mais évidemment, je vous déclare co-vainqueur. Écoutez, moi je suis l'IRL 96. J'ai pas prévu assez de choses pour pour départager des gens. Donc vous êtes co-champion, tout va bien. Bravo. Je check au-dessus de moi.
Bah, je check en dessous. Oh, putain. Faites fusion comme dans Dragon Ball, je sais pas, démerdez-vous, mais ce serait assez merveilleux. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été là. Mais pourquoi fais-tu ça? On a vu Alors, ton- je m'excuse pour les Et gens qui sont... l'émission est sponsorisée par OnePlus. Je m'excuse pour les gens qui sont en streaming, mais c'est merveilleux parce que le fond d'écran de Damien s'est mis, et donc vous avez vu une C'est superbe tête de... Alors Damien, on fera un Racing Confession un jour, hein. Tu nous diras clairement... T'as pas pourquoi failli nous montrer sur ton téléphone la personne que tu caches. Oui, voilà, c'est c'est ça. Hein. Oh, putain. Ah, on a des vedettes, hein. Et ces vedettes, vous les retrouverez pour certaines la semaine prochaine dans le Racing Café, bien sûr, tous les jeudis 20h30, votre rendez-vous un petit peu déjanté, hein, du sport mécanique. On se retrouve dimanche, bien sûr, n'oubliez pas, hein, dimanche 20h30, effectivement, je prends mes horaires habituels puisqu'à 17h30 je serai en train de faire autre chose, mais dimanche 20h30, le débrief du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1, j'espère qu'on aura des choses à en dire. Comme d'habitude, comment ça se passe un débrief avec ma pomme? Il y a 20 pilotes, et ben on vous raconte 20 histoires tout simplement, les histoires de chaque pilote sur ce Grand Prix avec mon petit avis, bien entendu. La semaine prochaine, bien sûr, on se retrouvera pour le Racing Café. Je revois le moment où on a vu la tête de Damien sur son téléphone, c'était assez merveilleux. Merci en tout cas, Greg, merci Damien, merci Manu de m'avoir accompagné ce soir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues nous regarder dans le chat. Et on se retrouve très vite, bien sûr, à la prochaine. Ciao, 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 des bisous. Ciao. Ciao.